L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous offre 15 de rabais sur le site au complet. Mais quand tu es prête à finaliser ta commande puis à payer, là, il faut pas que tu oublies d'inscrire le code promo LI15 pour pouvoir bénéficier de ton 15 de rabais. Un gros merci à Eros et compagnie. Mouah! Je ne peux passer sous silence l'énorme appui financier de Gabrielle Darvaux, celle qui est derrière l'entreprise de Littoral Marketing, sans qui la réalisation de ce podcast-là, de cette deuxième saison, ne serait pas possible. Donc, Littoral Marketing vous offre toutes les meilleures solutions pour votre marketing touristique. De qu'est-ce que c'est ça? Du marketing touristique, dans le fond, c'est un marketing de proximité et de connexion qui va donner envie aux gens de visiter votre entreprise ou votre région, ou en fait les deux. Et ce sont des entreprises qui sont touristiques et régionales, mais principalement des entreprises de services. Donc, Littoral Marketing, c'est une agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques qui vous offre vraiment des stratégies 360 degrés. Ce qu'on veut dire quand on parle de marketing hors ligne, on va parler de médias traditionnels. Ça inclut la publicité imprimée, donc les journaux, les magazines, les brochures, mais aussi la publicité extérieure, les panneaux d'affichage et les bannières, par exemple, pour vraiment avoir une visibilité dans des lieux à forte fréquentation. Il y a aussi les événements et les interactions directes qui englobent les salons professionnels, par exemple. Donc, les conférences, marketing direct, pour des interactions plus personnelles et la construction de relations. Puis, il va aussi avoir, toujours dans le marketing hors ligne, l'aspect promotion et relations publiques. Là, on va utiliser des promotions, des coupons, des démonstrations et on va faire des efforts en relations publiques, y compris la collaboration avec des entreprises et des événements pour vraiment accroître la notoriété de la marque et engager la communauté locale. Alors, si vous voulez faire appel à Littoral Marketing ou en fait au service de Gabrielle Darvaux, suivez-les sur Instagram sous le pseudonyme de Littoral Marketing. Un énorme merci également à PFD Avocat qui vous offre vraiment une gamme complète de services juridiques et qui bénéficie d'une équipe de nombreux avocats, notamment des services de consultation juridique en matière de grossesse pour autrui, gestation pour autrui, ce qui est en fait la loi qui encadre là, les femmes porteuses, donc les mères qui veulent s'offrir pour porter l'enfant de quelqu'un d'autre ou d'un couple. Et c'est vraiment en lien avec cette nouvelle législation québécoise, la loi 12, qui est présentement en vigueur et qui encadre les projets de GPA, autant au Québec qu'hors Québec. Donc, un gros merci à PFD Avocat. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode, en fait ce premier épisode officiel de la deuxième saison du podcast Les Infertiles. Merci de nous avoir suivis pour la première saison et merci d'être de retour pour cette saison supplémentaire. Hein. Ça fait déjà 1 an que le podcast existe. On en est très fiers, très heureux et on est surtout très fébriles de recevoir notre première invitée pour lancer cette saison en beauté. Et c'est pas n'importe qui, vous la connaissez parce que c'est une personnalité publique bien connue. Elle est animatrice, journaliste, auteure et productrice depuis plus de 20 ans. Elle a été très connue comme animatrice des sports à Salut Bonjour pendant de nombreuses années, ce qui lui a valu d'ailleurs 7 trophées Artis. Elle a aussi remporté un Gémeaux comme productrice pour la série documentaire Intouchable. Elle a été aussi la première femme à décrire la boxe en direct en Amérique du Nord. Elle compte plus d'une 30aine d'émissions de télévision à son actif.
C'est aussi une très grande habituée de radio que vous pouvez d'ailleurs entendre à tous les jours du lundi au vendredi dès 14h55 sur tout le réseau Énergie. C'est une entrepreneure qui porte plusieurs chapeaux, autant du côté personnel que professionnel. Elle a d'ailleurs fondé, et là vous allez avoir un petit indice de qui il s'agit, elle a fondé récemment les entreprises Marie-Claude Savard et elle a édité de manière indépendante son 3e livre qui s'intitule Intemporel et tout récemment, sa série documentaire sur la famille de boxeurs des Hilton est disponible sur Crave depuis le 10 décembre dernier. Alors, vous avez deviné, c'est Marie-Claude Savard. Allô? Allô? Hey, je suis contente d'inaugurer un nouveau décor. Oui! Vraiment. Puis, écoute, allô, on a un toutou qui vient. Tu sais, je t'écoute faire mon CV, mon pedigree, puis je suis fatiguée. Ça ressemble à ça. Oui, Ouais. t'es très, très occupée. Hein? Une femme d'affaires, c'est ça, qui ne manque pas, qui a du pain sur la planche. Oui. Et j'en ai parlé là, dans l'introduction. Tu as sorti donc ta 3e autobiographie, si on peut dire ça comme ça. On dit un récit de vie. OK, un 3e récit de vie. Intemporel, tu sais, c'est le titre. Puis à travers le livre, il y a différents moments de vie. Donc, je parle de mes blessures d'enfance dans un chapitre qui s'appelle Insécure. Et ensuite arrive un chapitre qui s'appelle Infertile. Donc, c'était tout à fait naturel que je vienne en jaser avec toi ici pour ta 2e saison. Ça me touche énormément. J'avais très hâte de te recevoir et j'avais encore plus hâte après avoir terminé la lecture du chapitre sur l'infertilité. J'en ai pleuré très fort. C'est venu me toucher profondément, directement. Tu as su mettre les mots sur des mots. Puis, tu sais, moi, je considère quand même que je suis une personne qui parle de l'infertilité avec beaucoup d'aisance, puis j'ai pas de difficulté à m'exprimer puis à expliquer les choses. Mais là, on dirait que tu le faisais vraiment d'une manière différente de la mienne et à travers cette lecture-là, je ressentais ce que toi, tu as vécu, ce que toi, tu as pu ressentir à travers ce parcours-là. Alors, à tous ceux et celles qui sont en parcours de fertilité, l'achat du livre Intemporel, ne serait-ce que pour lire que ce chapitre-là, en vaut vraiment le coup. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Mon Messenger, depuis 10 ans, est peuplé de couples infertiles. Puis je dis couple, hein, parce que c'est Absolument. comme ça, ou de situations d'infertilité. Mhm. Et on me disait, tu devrais écrire un livre là-dessus. Mm. Puis, tu sais, écrire un livre sur l'infertilité, c'est se replonger dans des émotions poignardes, des choses difficiles. Et donc, je voyais pas comment je pouvais faire un livre au complet, mais je trouvais que j'avais un témoignage quand même à apporter. Fait qu'en faisant Intemporel, puis en faisant une ligne de temps, si on veut, ça me permettait d'aller là-dedans. Et je me suis dit, justement, j'ai toujours cette pensée-là pour ceux qui sont dans ce parcours-là, parce que c'est un parcours du combattant, du guerrier qui n'est pas facile. T'es passée donc à travers un processus de fertilité et tu es maman. Donc, ça a fonctionné pour Oui. toi. Tes enfants ont 8 et 6 ans aujourd'hui. Tu dis que tu voulais pas nécessairement écrire de livres au complet parce que ça te replongeait là-dedans, mais forcément, tu y es retourné, tu t'es replongé là-dedans parce que le livre vient de sortir il y a 2 mois à peine et il y a une bonne quinzaine de pages où tu décris ce processus-là, où tu parles vraiment de tes émotions, des difficultés que tu as rencontrées. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi de te replonger là-dedans pour écrire ce chapitre-là? En fait, ça a été bénéfique parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est plus juste mon histoire, c'est celle de mes enfants. Mm. Hein? Donc, elle ne m'appartient plus complètement. C'est maintenant la leur. Puis, je me souviens quand Charlotte est arrivée à la maternelle, un des premiers devoirs qu'elle avait à faire, c'était d'expliquer sa naissance. Mm. Fait que, tu sais, rapidement, pour elle, tu sais, c'est le docteur qui met le bébé dans le ventre de maman. Tu sais, parce que c'est ça son histoire. Donc là, je me suis assise avec elle pour lui expliquer, bon, ben regarde, tu vas voir, il va y avoir d'autres enfants qui vont arriver avec d'autres histoires. La tienne, c'est celle-là. Fait que je l'avais déjà revisitée à travers ses yeux à elle pour la mettre à l'aise avec tout ça, tu sais, comme démystifier un peu l'affaire. Je n'étais pas retournée dans mes blessures de fertilité ou d'infertilité. Parce que, tu sais, quand ça fonctionne, puis j'ai été chanceuse, là, j'ai été aussi acharnée, mais j'ai été chanceuse. Quand ça fonctionne, tu rentres dans la maternité, puis tu balayes ça du revers de la main.
cette infertilité. Ah ouais. Tu t'embarques dans d'autres choses qui est tellement prenant que tu l'oublies. Aïe, aïe. Mais je pense que c'est important de le rattacher la maternité avec l'infertilité, puis de parler de ce passage-là qui est transformateur, que ça fonctionne ou non. C'est une occasion de grandir. T'sais. Alors, je me dis, si ça fonctionne, puis qu'il y a un enfant au bout de ligne qui arrive, puis tu sais, un enfant, ça arrive de plein de places, là. Mais quand on a ce désir-là de parentalité, quand on a un projet famille et qu'on vit des obstacles, bien, ça nous décarcasse. Puis ça nous fait grandir. Ça nous heurte, mais ça nous fait grandir. Ta fille a 8 ans, donc à la maternelle, elle avait 5 ans. Donc déjà, à 5 ans, elle était bien consciente, ou en tout cas, peut-être pas nécessairement consciente, mais elle était au courant du processus à travers lequel tu avais dû passer pour pouvoir la mettre au monde. Pourquoi c'était important pour toi de lui partager ça, qu'elle sache ces détails-là? C'est son histoire. C'est sa racine, c'est d'où elle vient. Tu sais, je fais souvent des albums de souvenirs, moi, tu sais, on n'est pas auteur pour rien, là. Je prends mes photos dans mon téléphone, dans mon ordinateur, puis je raconte des histoires. Fait qu'on a un livre à la maison qui s'appelle « La naissance de Charlotte » qui commence avec l'embryon. Ça commence avec la première photo d'embryon que le fertologue nous a partagée, là. Fait que, tu sais, on a les bonnets de douche, puis la jaquette, puis on est à la clinique. Donc, ça commence là. Puis je trouvais que c'était important de nommer ça. J'aurais pas voulu qu'elle pense que c'était une honte. J'aurais pas voulu qu'elle pense que j'avais du déni par rapport à ça. Je comprends. Tu sais, il faut comme l'accueillir, hein, un peu ce parcours-là. Donc, je l'ai fait avec elle, beaucoup. Et puis, avec mon fils aussi, quand il est arrivé après. Et puis, elle lui raconte aussi ça. Ouais, tu sais, Henri, nous, on est des bébés qui viennent du laboratoire. Ah, c'est quand même cute. Oui. Puis je me dis peut-être que, tu sais, souvent, c'est de génération en génération, l'infertilité. Fait que je me dis, si je la mets à l'aise avec ça, puis qu'un jour, elle aussi a des problèmes de fertilité, ben, tu sais. Elle sera déjà éduquée. Un peu. Ce qu'on essaye de faire, entre autres, avec le podcast, tu sais. Il y a des détails que tu ne donnes pas, évidemment, là, dans le chapitre, parce que t'aurais pu... On pourrait vraiment écrire un livre complet avec chacun des parcours en fertilité, parce que c'est long, c'est complexe, c'est des montagnes russes constantes. Et quand on reçoit des gens ici qui viennent témoigner de leur parcours, on aime beaucoup savoir, connaître leur histoire en détail. Donc, c'était quoi votre diagnostic? Qu'est-ce que vous avez fait comme traitement? Est-ce que vous êtes passé par des inséminations ou non directement en fécondation in vitro? Dans ton cas, tu as commencé les traitements, tu avais 41 ans. Donc, tu sais, c'est un peu plus sur le tard que la moyenne. Fait que raconte-nous comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin, dans tous les détails que tu veux nous donner ou que tu ne veux pas nous donner. Ben, en fait, je vais te donner tous les détails. Je te dirais que j'ai toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui savait que ce serait compliqué pour moi de tomber enceinte. Et ça, je pense que je ne suis pas toute seule là-dedans. Jamais j'ai eu de grossesse non planifiée dans toute ma vie, ma vingtaine, ma trentaine. Donc, j'avais ce sentiment que ce serait compliqué. Moi, j'ai eu des condylomes autour du col de l'utérus quand j'étais très jeune qui ont été brûlés. Je te dis ça parce que c'est une infertilité inexpliquée à laquelle j'ai fait face, ce qui fait que je ne suis pas capable de dire que j'ai des ovaires polycystiques ou quoi que ce soit. Mais je pense aujourd'hui probablement que le durcissement du col de l'utérus a été un facteur qui a peut-être été un obstacle à ma fertilité. Ensuite, j'ai commencé à vouloir tomber enceinte à 35 ans. Moi, je peux retrouver un magazine, là, je pense que c'est Le Séjour, où je dis « je suis prête à devenir mère à 35 ». Donc, la vérité, c'est que j'avais commencé déjà à fréquenter des cliniques de fertilité à l'âge de 35. OK. Et finalement, ça a fonctionné à 44. Fait que je te dirais que c'est un 9 ans. Mais c'est pas un 9 ans à temps plein. Tu sais, je pense qu'on y va, on recule. Ah, on va se donner une chance que ça arrive naturellement. Fait que je te dirais que ce bout-là était jusqu'à 40-41. 35 à 40-41. J'ai eu un changement de conjoint là-dedans aussi. OK. Fait que te dire, j'ai pas eu de diagnostic autre que j'avais une bonne réserve ovarienne. Bel utérus, des cycles réguliers. Les cycles, oui, quand même assez réguliers, mais aucune manière de tomber enceinte. Puis ensuite, quand j'ai commencé à faire de la fertilité, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge ton cycle puis ils provoquent de l'ovulation pour être capable d'aller faire des ponctions. Bien, moi, je ne répondais pas à cette médication-là. Fait qu'ils pouvaient me faire un écho, OK? Voir, mettons, je sais pas moi, 6 follicules, OK? Me rouler dans la salle d'opération pour faire la ponction, il n'y avait plus d'ovules. Il n'y avait plus de follicules. Fait qu'il en voyait à l'échographie, mais il n'était pas capable de les voir une fois qu'ils étaient à l'intérieur de ton vagin.
Ça a été vraiment compliqué. Puis est-ce qu'il y a une explication? Non. C'est tout. Voyons Puis donc. je pense qu'il y a beaucoup de trucs inexpliqués, dans le sens que ça reste mystérieux d'une certaine manière, la Ouais, fertilité. Tu peux absolument. avoir un diagnostic, quelque chose d'extrêmement concret, puis après, on ne sait pas. Tu sais, il y a des femmes qui vont faire des traitements de fertilité pendant des années, puis d'un coup, ils arrêtent. Ils prennent un verre dans le sud, puis ils tombent enceintes. Je pense que ça fait partie des grandes difficultés de l'infertilité, c'est ce manque de compréhension, puis cet aspect un peu aléatoire qui fait que tu as toujours un espoir, puis que tu vis une déception puis une incompétence immense à chaque fois que ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai changé de clinique souvent. Ah oui, OK. Fait que t'en as fait. Parce que dans le livre, tu dis. Tu parles, ben, tu les nommes pas, mais tu mentionnes qu'au départ, tu es allé dans une, puis on t'a refusé à cause de ton âge, puis Ouais. que là, tu as changé pour une deuxième. Fait que t'en as fait. T'en as côtoyé 3. combien? 3 au 3. total. À un moment donné, j'étais à McGill OK. quand j'étais beaucoup plus jeune. Est-ce que c'est là où on t'a dit que tu étais trop vieille? Ben, en fait, oui, là, il y avait une certaine pression. Après ça, j'ai été patiente de Dr. Tan qui a mis enceinte Julie Snyder puis Céline Dion. Je voyais sa naturopathe chinoise, je prenais toutes sortes de potions puis toutes sortes de traitements alternatifs. Oui, parce qu'on essaye tout, là. Ça a été plusieurs années là, où ça fonctionnait plus ou moins. À un moment donné, la technologie fait que la médication avance. Tu sais, c'est un domaine où la recherche fait que ça progresse rapidement, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une espèce une fenêtre qui s'est ouverte, tu sais, probablement juste avant ma ménopause. Des fois, il y a ça, tu sais, une espèce de résurgence d'hormones qui a fait que OK. d'un coup, mon cycle s'est un peu stabilisé. La médication avait changé. On a été capable d'aller chercher assez de follicules et d'avoir des embryons. Mais moi, je me suis retrouvée avec 4 embryons. Il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné, il y en a 2 qui ont fonctionné. Tu sais, c'était la scale. Tu sais, c'est le dernier droit. Puis, à travers ça, j'avais des trucs psychologiques à gérer. Il y avait une partie de En moi... dehors de l'infertilité. Oui, tu sais, il y avait comme l'aspect scientifique, médical, de l'incapacité que j'avais dans mon corps physiologique de procréer, si on veut. Puis j'avais des blocages aussi psychologiques. Tu sais, je viens d'une famille éclatée. Puis, fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de travailler les 2 fronts là, quand je suis arrivée comme au début de la quarantaine. Puis je me disais, là, ça va me filer entre les doigts. Fait que je peux pas te dire encore aujourd'hui qu'est-ce qui a fait que je suis tombée enceinte. Puis entre 35 ans puis 41 ans, tu sais, as côtoyé une ou des cliniques de fertilité. Qu'est-ce que tu as essayé? Ça a été quoi les tests? On t'a-tu diagnostiqué quelque chose? Qu'est-ce qu'on t'a... T'as-tu appris des choses entre-temps? Ben, ou... C'est un peu difficile parce que je commence à 35, puis rendu à 38, ben là, c'est l'âge. Ouais. Tu comprends? À 35, c'était pas tant l'âge que on essayait de trouver peut-être, parce qu'à chaque fois que j'avais, que ce soit un hystérosalpingo, que ce soit n'importe quoi où il fallait percer le col de l'utérus, c'était épouvantable. Même un petit cathéter ne passait pas. Ça te faisait « Ah non, OK. » C'était très compliqué. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, moi, j'ai le goût de te dire que c'était probablement mon col d'utérus le problème. Mais je peux pas te le dire avec certitude. Fait que, Ni les médecins. non, parce qu'à un moment donné, dès que j'arrivais à 38-39, ben là, j'étais considérée, bon, mais là, c'est l'âge. Gériatrique. Exact. Fait que j'ai jamais vraiment pu démêler tout ça. Ouais. Fait qu'il y avait des facteurs physiques, il y avait des facteurs psychologiques, puis tout ça s'est mêlé ensemble. Puis je pense que l'anxiété puis la détresse de l'infertilité, c'est beaucoup ça. Une espèce de facteur aléatoire. Là. Tu te dis, ben c'est quoi, coudon? Qu'on comprend pas, il n'y a pas de Non. raison, il n'y a pas d'explication. Non. Puis là, est-ce que vous avez fait juste un cycle de fécondation in vitro? Oh non, Non, mon non, Dieu c'est Seigneur. ça. Ben un cycle. Tu sais, Un cycle, pour moi, quand je dis un cycle, là, c'est à partir de la stimulation ovarienne jusqu'au dernier transfert d'embryon. Ça, c'est un cycle je n'ai pour fait moi. 2, OK. mais je n'ai fait 20. Parce que, Ça veut tu dire- sais, des tentatives de ponction, d'insémination, des cycles, des faux cycles, c'est-à-dire je me présentais, il n'y a pas de follicule, on prend une pause, on reprend les Fait que hormones. tu faisais des stimulations hormonales, Oui. mais ça donnait rien. Oui, ça, j'en ai fait probablement une 15aine. Oh my God! Stimulation hormonale, oui. Moi, j'étais tout le temps ces hormones. Ah! Tu sais, je veux dire, tout ça, là, tu sais, mettons, les grosses injections de progestérone dans l'huile, j'ai faisais à 5 heures à tous les soirs. J'étais au restaurant, j'allais dans la toilette, puis je m'injectais toute seule. Tu sais, j'avais des bleus partout. Je pouvais pas penser que quelqu'un viendrait m'injecter ou tellement que j'en faisais, il fallait que ça fitte dans un mode de vie. Parce que pour moi, les traitements de fertilité sont devenus un mode de vie. Là. Mhm. Tu sais, les gens disent tu travailles fort. Ben,
Tu sais, j'ai hypothéqué 1000 fois ma maison, là. Aïe, Ça aïe. coûte cher. Ben oui, je sais que Tu sais. ça coûte cher. Ça devrait pas, par exemple, là, ça devrait nous coûter 0. Ouais. Mais ça, c'est un autre C'est un autre débat. débat, mais tu sais, Ouais. moi, je suis pas rentrée dans cette fenêtre-là de gratuité. Tu sais. Fait Oui, que, non, c'est ça. Puis non seulement tu n'es pas rentré dans cette fenêtre de gratuité-là, mais tu expliques dans Intemporel que tu as failli te voir faire refuser l'accès au traitement de fertilité parce qu'il y avait un projet de loi à ce moment-là qui voulait justement interdire aux femmes de 41 ans et plus l'accès au traitement de fertilité. parce qu'on voulait offrir la gratuité, OK. il fallait mettre des limites. Ouais. Donc, il y avait un projet, il y avait, en fait, c'était une commission parlementaire là-dessus. Puis ce qu'on mettait sur la table, c'était, avec le peu de chances de réussite à 41 ans et plus, bien, on ne va pas, sur notre carte de crédit collectif, payer les traitements d'une femme de 41 Que ans moins et plus. de chance. Oui. Puis en fait, c'était beaucoup aussi le jugement de, ben si tu as voulu attendre si longtemps, ben, Moi, à ce là. moment-là, ben, tu sais, OK. Première des questions, parce que là, je veux revenir sur pourquoi tu as attendu, tu sais. Comment tu te sentais, toi, face à ce projet de loi qui était en commission parlementaire? Toi, tu as 41 ans, puis là, tu apprends là, que peut-être que tu n'auras même pas le droit d'avoir des traitements parce que tu es trop vieille. Comment tu te sentais? déjà qu'on se sent incompétent quand on n'est pas capable de procréer naturellement, là, je me sentais... c'est une injustice. Tu sais, je pense qu'à la base, l'infertilité, on ressent ça comme une injustice. Mais oui, ça en est une. Bon, parce qu'on on devrait naturellement être capable de Oui, faire ça, parce que c'est la base de l'humanité. absolument. Fait que là, si en plus, collectivement, on te juge, puis ensuite on te met... Puis tu sais, comme personnalité publique, moi, je partage beaucoup de ma vie privée. Mais dans ces moments-là où j'étais heurtée, où j'avais énormément de peine, où je vivais des deuils chaque 2 mois, 3 mois, tu sais, de cycles qui ne fonctionnaient pas, bien, je me protégeais beaucoup, tu sais. Fait que j'allais pas sur la place publique pour dire « Hey, la gang, ça fait pas 1 an que j'essaye. Non, non, Ça c'est fait ça. probablement depuis début trentaine que je vais avoir des enfants. » Oui. Tu sais, puis de 30 à 35, j'essayais naturellement. À 35, je me suis retrouvée dans une clinique de fertilité. Puis je vis ça depuis ce temps-là, tu sais. Fait que... L'autre affaire que tu as dite, tu t'es fait dire par des médecins, fertologues, les 2 pieds dans les étriers. Mais madame, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Oui, oui. Ça m'a tellement choquée quand j'ai lu ça dans ton livre parce que, premièrement, c'est pas de vos affaires. Ma vie personnelle ne vous concerne pas. Deuxièmement, oui, moi, j'ai fait exprès de jouer avec le feu et d'avoir envie de vivre des enjeux d'infertilité. Et troisièmement, on manque d'éducation sur la fertilité. Fait que comment est-ce qu'on est supposé savoir que, tu sais, personne nous parle de ça. Il y a des femmes, moi, il y en a là, des femmes, là. India Desjardins est venue au podcast, puis même à 38, à 40 ans, elle se faisait dire, t'as le temps, Non, la réalité, c'est que non. On n'a pas tant le temps que ça, tu sais. Puis que notre pic de fertilité, on l'a passé. Ça fait bien des années déjà, tu sais, parce que justement, on n'est pas éduqué là-dessus. Fait que, encore une fois, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu recevais ça, toi, de te faire dire des affaires de même? Pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps? En fait, je me sentais tout le temps incomprise. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, l'infertilité. C'est difficile que l'entourage te comprenne. Tu sais, moi, je me faisais poser la question tout le temps. Puis, tu es enceinte? Tu sais, c'était un coup de couteau, là. Tu sais, comme... Bon. Fait que j'étais toujours dans une situation où je me défendais, tu sais, je me défendais. À un moment donné, je me disais, je parlerai plus de mes traitements, comme ça, on me posera plus la question. Ça va t'éviter de te mettre une pression aussi à toi. Mais là. j'aurais plus personne à qui partager, tu sais. Fait que cette espèce d'incompréhension-là, elle venait du médecin aussi parce que je partageais pas tant. Tu sais, les médecins sont pas très accompagnants là-dedans. Fait que c'est pas une relation où tu te confies. Fait que moi, je disais pas au médecin, hey buddy, ça fait depuis l'âge de 35 ans, puis c'est pas ça mon histoire. Ils te posent pas ces questions-là, les fertologues, quand ils te reçoivent dans leur bureau. Bon, racontez-moi, non. Tu sais, c'est très, très, très technique et médical. Ouais. Fait que là, je me disais, mais pourquoi, là, j'ai les pieds dans les étriers, puis tout d'un coup, on ouvre la porte là-dessus? Premièrement, c'est pas à place. Ouais, c'est ça. Je suis tannée d'être couchée sur le dos, les jambes écartées. Ça se peut-tu, là? Oui, fais ta job puis finis au plus vite. Oui. Puis, tu sais, si tu veux ouvrir cette porte-là, ben c'est les chutes Niagara qui vont arriver, là. Ça sera pas juste une petite réponse. Parce que si tu veux que je te parle de comment je me sens comme femme puis comment ça se fait que je me ramasse ici à l'âge que j'ai, ben assis-toi puis... tu sais, les patientes vont attendre encore plus longtemps dans la salle d'attente. Ouais. On ne comprend pas la fertilité, la fécondation, l'infertilité. Ça reste mystérieux. Des fois, j'ai même l'impression que les fertologues ne comprennent pas tout. Donc, comment veux-tu que nous, on se comprenne là-dedans? Tu sais, c'est une... comment dire? C'est un domaine où se mélangent plein d'affaires. Tu sais.
des trucs extrêmement techniques, médicaux, froids, cartésiens, puis beaucoup, beaucoup d'émotions, puis du mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on ovule, qu'on n'ovule pas? Pourquoi qu'on a un ovaire qui est plus paresseux que l'autre? Quand est-ce que ça va arriver? Pourquoi ça arrive à du monde qui ne le souhaite pas, puis ça arrive pas? C'est comme comment placer ça dans ta tête, l'infertilité. Fait que tu vis en silo, puis tu te défends constamment. Ça prend une bonne carapace, là. Le fait que les médecins n'abordent pas l'aspect humain ou, tu sais, comme tu le dis dans le livre, l'aspect humain du processus est complètement mis de côté parce que, justement, on ne pose pas nécessairement les questions d'un point de vue émotionnel ou psychologique. Et quand j'ai lu ça, moi, ça m'a frappée parce que c'est comme si là, je comprenais pourquoi l'infertilité est si tabou. Comment, nous, comme patients, voulons-nous être capables de mettre les mots sur nos mots avec notre entourage quand ce n'est même pas abordé avec le spécialiste? Quand le spécialiste ne prend pas la peine de nous expliquer que c'est normal qu'on se sente comme ça, qu'on vive telle affaire, que c'est confrontant pour X, Y raison, comment est-ce que nous, après ça, on est supposé être à l'aise d'aborder ce sujet-là avec la société? Et je pense que ça part. Je veux pas mettre la faute sur personne, c'est pas ça le but. Puis je comprends que les médecins sont tous débordés, les cliniques débordent, ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils fassent un peu le strict minimum, malheureusement. Et on est laissé un peu à nous-mêmes. On fait nos traitements, on retourne dans notre voiture, puis continue ta journée, tu sais. Je pense qu'il y a comme il devrait y avoir un accompagnement double. Tu sais, moi, ce que j'ai ressenti des spécialistes en fertilité, ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent des statistiques et ils managent tes attentes. Eux autres, leur job, c'est de ne pas te créer des attentes trop grandes. Donc, ils te disent quasiment, on va essayer du mieux qu'on peut. Puis souvent, de la manière dont c'est géré, c'est si ça fonctionne, ça fonctionne. Sinon, ce sera une autre vie. Vous serez aussi heureuse si vous n'en avez pas. Mais ce que ça prend pour passer à travers la fertilité, c'est énormément de persévérance et d'entêtement. Fait que tout est contradictoire. Tu as ton spécialiste qui te dit... Fais-toi pas trop d'attente. Fais-toi pas trop d'attente. Mais si je me fais pas d'attente, comment je vais passer à travers ce processus-là? Comment je vais vouloir continuer? Voilà. Il faut que j'aille non seulement des attentes, là, il faut que je sois carrément dérangée mentalement pour arriver à tomber enceinte. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'espace où on peut, gérer ça. Moi, je pense que ça prendrait un accompagnement psychologique dans ces cliniques-là. À 43 ans, en 2015, on t'a dit que tes chances de réussite étaient de 5 %. Tu l'as mentionné. On te disait, ou peut-être que tu l'as réalisé aussi, qu'il était possible d'être heureuse, même sans enfant. Mais malgré ça, tu cherchais quand même tous les moyens pour pouvoir donner la vie. C'était quoi qui te motivait à continuer d'essayer? Je pense que c'est même pas quelque chose de raisonné. Tu comprends? Puis moi, c'est une chose que j'ai appris, ça. Au fil des années, quand il y a des gens qui m'arrivent avec un problème de fertilité, je fais juste écouter. Parce que je sais que c'est pas quelque chose de raisonné. C'est un feeling à l'intérieur de toi, puis il va falloir que tu ailles au bout de ça, du chemin. Puis c'est pas le fertologue, c'est personne qui va dire. C'est la femme qui va décider quand est-ce qu'elle est arrivée au bout de son chemin. Puis peu importe la résultante à la fin, il faut que tu ailles au bout du chemin. Tu peux pas terminer ce processus-là avec des regrets. Si toi, ton feeling, t'es pas allé au bout. Ton instinct. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a des femmes pour qui d'être allé au bout, ça va être un processus, puis d'autres, c'est 10. Ben oui. FIV. Hey, écoute, il y en a qui vont faire une insémination puis qui vont dire, regarde, c'est pas pour moi. Respect, là. Moi, je pense que les femmes, il faut juste qu'on se respecte dans ce qu'on vit puis ce qu'on a à vivre puis tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est monétaire aussi, tu sais, c'est pas juste... Oui. Tu sais, souvent, moi, ça m'est arrivé, là, c'est comme, OK, on va prendre un step back parce que on n'a pas les sous, là, tu sais. Ça a-tu été une remise en question, l'aspect financier, de dire on arrête dessus parce que là, un moment donné, justement, tu as dit on aurait hypothéqué la maison 1000 fois, tu sais? Bien, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire aussi entêté, puis aussi fou. OK. Fait que ça, je remercie la vie parce que je pense que si j'avais pas eu ce partenaire-là, je serais pas arrivée, là. Quelqu'un de sain d'esprit ne pouvait pas être dans notre environnement, là. Tu sais, c'est comme tu donnes une mission puis tu passes à travers. Beaucoup de douleurs physiques, beaucoup de déception puis d'espoir en même temps, là. Fait que...
Puis, tu sais, je sais pas où me placer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire, mais t'as fait fi des statistiques, t'as pas écouté personne, puis ça a marché. Fait que, mais tu sais, je suis pas un exemple, là, dans le sens que chaque parcours est C'est différent. différent, oui. Fait que, tu sais, il faut juste suivre son instinct. Moi, c'est la seule chose que je dis à tout le monde, là. Moi, ça a fini par fonctionner. Tu dis que tu avais un conjoint qui était aussi entêté Ouais. que toi. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, qui est le père quand même biologique de tes 2 enfants. Ouais. Comment c'était la dynamique entre lui et toi pendant ce processus-là? Aviez-vous la même fougue, la Oui. même ténacité? Oui, Let's go, on continue? C'était mon partner de tout ça. OK. Tu sais, puis on est 2 cowboys dans le Far West. Nous autres, on y allait, là, tu sais, tu comprends? Ah, Puis ouais. je pense qu'on a fait... Notre mandat, c'était de faire ces 2 beaux enfants-là puis de continuer à les élever. Mais, tu sais, moi, veux pas, quand tout ça a été terminé, j'ai eu une grosse période de douceur où il a fallu que je défasse tout ce parcours-là puis que je l'analyse puis que je l'intègre puis ça m'a transformée, ça m'a changé. Tu comprends? Moi, je suis débarquée du cheval un peu, là. Tandis que Jean-Martin, lui, continue dans cette voie-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est un gars qui est très... c'est toujours le prochain défi, la prochaine affaire, le prochain projet. Puis cette énergie-là, il la garde beaucoup. Je comprends. Moi, j'arrive à 52 ans. Oui, parce qu'il est plus jeune que toi. Beaucoup plus jeune. Fait que, tu sais, Oui. c'est comme... Je pense qu'on avait ce bout-là de chemin à faire, c'est très clair. Puis c'est que de l'amour et de l'amitié, vraiment. Tu sais, mais il fallait... Tu sais, moi, j'ai ralenti. Tout ça, ça m'a comme... Tu sais, ça m'a éventré d'une certaine manière, là. Tu sais, la grossesse après l'accouchement, puis tout ça, ça m'a changé. Je soupire parce que, bien que je ne sois pas encore allée au bout de mon processus, j'ai beaucoup ralenti moi aussi. Depuis le début, ça fait 5 ans, là, nous autres, qu'on est là-dedans. Puis moi aussi, j'étais un peu comme, comme ton ex-conjoint dans la vie. Let's go, un projet après l'autre, tu sais. Puis comme tu dis, ça nous change. Ouais. Ça nous change parce que bien que ça peut apporter tant de ravages, autant sur un individu, sur sa personnalité, que dans un couple, ça a quand même, ironiquement, beaucoup d'aspects positifs. On apprend à être résilient, à être bienveillant, à ne pas prendre les choses nécessairement pour acquis. Puis je veux revenir quand même à votre dynamique. Comment c'était, mettons, côté sexuel, par exemple, l'intimité? Est-ce que les traitements avaient un impact? Tu sais, la dynamique de couple à la maison, les conversations, y a-tu eu des chicanes? Y a-tu eu des... Comment est-ce que c'était? Ça nous a unis. Mm. Ça nous a unis. Puis quand ce but commun-là a disparu, ça a changé la dynamique. OK. Donc, l'infertilité nous donnait... nous soudait ensemble. Et ça faisait que ça avait, comment dire, aplani des différences ou des affaires. On n'avait pas le temps de considérer peut-être des valeurs fondamentales qu'on avait de différentes ou des choses qui nous éloignaient. On choisissait un projet commun, fait qu'on était une unité très, 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 très forte. Et ça l'a été jusqu'aux accouchements. Après, dans la parentalité, tu comprends? Ça a changé. Ça a changé. Fait que moi, je te dirais qu'on était très forts et très unis, avec beaucoup d'intimité pendant tout ce processus-là. C'était nous autres contre le monde entier. Quand les enfants sont arrivés, moi, j'ai vécu la grossesse, donc ça m'a amené dans un espace d'introspection. J'étais moins tournée vers l'extérieur, plus tournée vers l'intérieur. Après l'accouchement, veux pas, c'est moi qui ai accouché, là. Fait que, tu sais, la reconstruction après, puis tout ça, c'est là qu'on s'est éloigné. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis c'est dans l'acte d'élever les enfants qu'on s'est rendu compte à quel point on était différents. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est un peu donnant parce que là, les gens disent, ben voyons, tu sais, tu passes à travers tout ça en couple, puis tu réussis à avoir des enfants pour finalement te séparer. Mais je pense que, tu sais, aujourd'hui, à la fois l'infertilité, je pense que c'est un couple sur 6 au Québec. Ouais. Bon, les séparations, c'est 1 sur 3 à peu près, on va dire. C'est des grosses statistiques. Absolument. Hein? C'est des grosses affaires de vie qui touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, oui. Donc, tu te poses la question à dire comment se fait-il qu'on peut traverser autant d'adversité pour finalement choisir autre chose une fois qu'on a les enfants. Puis après, ben, c'est le parcours de vie des enfants. Fait qu'ils vont avoir des parents qui ont lutté pour les avoir et qui leur montrent c'est quoi de se choisir. T'sais? Fait qu'il faut accepter. C'est beaucoup d'acceptation, ces parcours-là. T'sais.
ta gestion des émotions a beaucoup changé à travers ton processus. Il y a même un moment où ce que tu as volontairement arrêté de vivre tes émotions. Pourquoi est-ce que tu faisais fi de tes émotions? Ben c'est très difficile. Tu sais, quand tu as toujours des cycles interrompus, des déceptions constantes pendant des années, tu le sais. Il y a des bouts où ce que tu veux tout vivre, puis il y a des bouts où tu te dis, il faut que je me protège. Tu sais? Donc, puis là, ça te joue dans la tête parce que tu te dis, si je m'investis pas puis je vis pas ça à fond, est-ce que j'empêche quelque chose de fonctionner? Ce que je veux dire Au par là, niveau de l'énergie, là, oui, plus. parce que tu sais qu'il faut comprendre que dans l'infertilité, c'est un peu comme on est vulnérable à des affaires comme l'ésotérisme. Tu sais, ça devient ésotérique. Ah oui, tu sais, si je fais ça, puis même superstitieux. Tu sais, ça devient, là, j'ai pris ce chemin-là pour y aller la fois que ça avait marché. Après ça, tu sais, t'es rendu que tu vas avoir des voyantes qui te disent Ah que ouais. c'est ça. Tu deviens comme... Ah oui, crackpot, là. Tu crois tout, tu vois tout, tu t'imagines tous les scénarios inimaginables, t'achètes tout, tu veux tout essayer. Ouais. T'es instable. T'es vulnérable. Oui, t'es instable. Mais comment est-ce que tu faisais, puis je pose la question pour une amie, comment est-ce que tu as réussi à dire ou à bloquer tes émotions? C'est tellement fort parce que ça répond à un besoin viscéral tellement profond. Comment est-ce que toi, là, psychologiquement, ou en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, tu as réussi à dire non, moi, je vis tout ça sans émotion? J'ai pas fait longtemps. Puis, tu sais, c'était on and off, mais je travaillais beaucoup. Puis, je me mettais dans ma tête. Tu sais, moi, il y a des bouts que je me coupais de mon corps, pas pire, là. Tu sais, quand à chaque fois, tu sais, quand tu restes très longtemps dans le domaine de la fertilité, il arrive un moment où il faut que tu refasses tous tes tests de base. Oui, c'est tellement fatigant, Là, ça. c'est là que tu te rends compte que là, oh, OK, Oh, oui. c'est déprimant, là. Tu sais, quand il faut que tu refasses tes prises de sang, puis ton hystéro, puis toutes tes affaires, ça fait mal, c'est fatigant, tu es toujours ralenti, frustré. Mais là, je voudrais, mais là, je peux pas parce que si, puis ça. Ben, c'était à ce moment-là que là, moi, je coupais ici, là. Tu sais, je voulais plus rien ressentir. Fait que là, je regardais ça de manière, j'ai mes rendez-vous, je m'en fais mes rendez-vous, je travaille, je fais mes rendez-vous, je travaille. Tu sais, ça devient comme un soldat. Pac, pac, Un pac, pac. robot. Ouais. Là, tu gères tes calendriers parce que, tu sais, il faut que tu gères ta fertilité, ton infertilité, tes traitements. Il faut que tu sois à l'affût parce qu'ils peuvent oublier des affaires des fois. Là, tu sais. À la pharmacie, là, moi, j'étais habituée. Là, tac, 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 avez oublié la seringue. Si j'ai-tu assez de seringues, assez d'affaires. Avez oublié les petites patentes d'alcool. Là, je n'ai pas assez. Là, ça me prend une poubelle. Ça me prend, tu sais, bon. Que, tu sais, ça devient très technique à un moment donné, là, le traitement. Absolument, absolument. Je pense que c'est technique, en fait, du début jusqu'à la fin, mais effectivement, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de détails que, conseil d'amis, là, les filles, les gars, là, que vous êtes, checkez vos affaires. Checkez vos affaires puis posez des questions. Faites sûr que vous comprenez tout ce que le médecin vous dit, l'infirmière vous dit, puis assurez-vous qu'il vous manque rien, puis que personne ne s'est pas trompé dans votre prescription ou dans la requête pour un examen. Tu sais, comme, il faut vraiment être... c'est une job. Oui. C'est une job à temps plein, quasiment, quand tu es là-dedans. Oui. Là. Non, tu peux pas te fier à personne. Là. Non. Jamais que tu te fies à personne. Tu remets ton corps dans les mains du médecin, mais il faut quand même que tu t'y fies pas trop. Oui. Le jour 3, c'est-tu le jour 1, 2, 3? Ou ça. ben non, c'est quoi? Après le jour 2, j'appelle ou j'appelle au jour 3? Ou faut que tu sois là le matin du jour 3? Quand est-ce que moi, à un moment donné, là, rendu à la fin, j'étais tellement surspécialisée là, que je demandais l'horaire de vacances du médecin. Oh my God. Pour être sûre que j'arrivais pas un jour 3. Puis qu'il était pas là. Parce que je l'avais vécu. T'sais. Mais toi, tu étais capable, c'est fascinant. Est-ce que t'es-tu à l'aise de dire, t'es allée dans quelle clinique? Oui, bien, c'est parce que Dr. Tan, il était à McGill, puis après ça, il avait fondé sa propre clinique qui s'appelait sur Descaries. C'est-tu originel? Oui. OK. Après ça, j'ai été avec Fertilis. OK. Puis T'as-tu j'ai fini... Dr. Miron? Bien, Dr. Miron est extraordinaire. Mais tu l'as tué? C'est-tu lui qui t'a traité? Oui, au début, à un moment donné, lui est en train de fonder Fertilis. OK. J'avais trouvé ça rough avec Dr. Tan. Il était rough avec moi un peu. Fait que là, je me suis ramassée avec Dr. Miron, qui est très enveloppant. C'est vraiment un fertologue extraordinaire. Tu sais, on parle des médecins qui prennent le temps. Tu sais, vraiment, c'était une belle douceur. Wow. C'est juste que c'était à Le Gardeur, c'était un peu loin. Il n'y avait pas à ce moment-là de salle. J'allais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour certains tests. Après ça, Le Gardeur. Puis c'était pas fixé encore Fertilis. Donc, puis
Puis, tu sais, il faut comprendre que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant de place. OVO, oui, il commençait, mais il n'était pas encore des sommités, là, tu sais. À un moment donné, je voulais aller en Ontario, à New York, tu sais. Fait que j'ai comme vrillé un peu partout, tu sais. Mais finalement, je me suis ramassée chez OVO OK. à un bon moment. OK. Ça a bien été. C'est-tu là que Oui, c'est là que ça a bien réussi fonctionné sur des caries. OK. Oui. On les salue. Oui, on les salue et on les remercie vraiment. Tu as parlé d'ésotérisme tantôt. Oui. Il y a eu un passage où je n'ai pas été capable d'arrêter ma lecture parce que j'étais un petit peu là-dedans en ce moment. Comme toi, j'ai essayé plein d'affaires. Hypnose, acupuncture, psychothérapie, ostéo, naturo, Oui. masso, name it, OK? Et là, je suis vraiment dans un aspect beaucoup plus énergétique. Blocage émotionnel, d'aller débloquer des choses. J'en ai débloqué beaucoup, pour ne pas dire que j'en ai broyé une shot. Et là, toi, dans ton livre, tu parles de la PNL. Oui. Une approche dont j'ai déjà entendu parler. Je n'ai jamais expérimenté. Je ne connais pas ça nécessairement en détail, mais je sais que ça ressemble beaucoup à ce que je suis personnellement en train d'expérimenter. Et là, j'étais là, non. Là, dis-moi pas qu'elle a fait de la PNL puis qu'elle, après ça, est tombée enceinte puis que ça marchait. Ah, non. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous parles Je te dis un pas peu. ça. Écoute-moi. Écoute-moi. OK. J'entends ce que tu me dis, je Parfait. comprends ce que tu me dis. Oui. C'est pas tant PNL versus polarité N'importe quoi. versus Reiki versus... C'est pas ça. OK. C'est ton chemin, mon chemin. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis passée dans 1000 mains avant. Psychologique, psychiatrique, énergétique, manipulation d'utérus, de tout. OK? Et à un moment donné, j'avais une coach qui m'a référé une dame qui fait de la PNL. Mais c'est pas nécessairement la PNL. C'était dans ce parcours-là, à un moment donné, j'avais une coach qui me disait « Je ressens que tu es confortable dans ton infertilité. » Ben oui. Et j'étais choquée, Oui. mais en même temps, ça résonnait dans moi. J'étais rendue habituée de vivre dans ça. Je veux, mais je n'y arrive pas. J'étais dans cette dynamique-là. Et donc, elle m'avait suggéré d'aller voir cette femme-là. Ce qu'elle m'a fait, en gros, c'est qu'elle a demandé à mon corps de dire la vérité. Parce que j'étais trop mélangée dans ma tête. Ça faisait trop d'années que je racontais, que j'analysais, que je dormais pas, que je faisais des diagrammes, que j'allais me faire traiter. À un moment donné, là, tu perds ton fil, tu perds ton chemin, tu ne le sais plus. Mais on perd la connexion de base, tu sais, parce que le désir d'être mère, ça vient pas dans la tête. Ça vient d'ici, tu comprends-tu? Ça vient de l'utérus, ça vient du cœur. Fait que, justement, quand on tombe dans l'infertilité, ça monte vite à la tête et on se perd d'une façon irrationnelle. Puis je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense aussi que c'est important de se reconnecter à notre désir ou à notre besoin fondamental, tu sais, là où est-ce qu'il est vraiment. Puis, tu sais, je te disais que dans tout mon parcours, j'avais une petite voix qui disait « ça sera Oui. pas facile ». Mais ça sera pas facile juste parce que c'est physique, mais aussi parce que c'est mental. Je savais ça. Tu sais, la tête n'est pas déconnectée du corps, là. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je me suis ramassée dans le bureau de cette thérapeute-là. Et son travail, c'était juste de me sortir de ma tête en me posant sans arrêt des questions. Si je te dis telle affaire, qu'est-ce qui sort? Si je te dis tel mot, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne des automatismes. Et c'était là que la vérité sortait. Tu comprends? Elle me disait, si je te dis infertilité, confort. Si je te dis confort, bon, immobilisme et tout ça. Puis à un moment donné, là, tu sais, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait mon bras. Et le corps a cette manière, quand il est en accord, de résister versus baisser. C'était sa manière à elle de le savoir. Puis après, il y en a 1000 thérapeutes qui font 1000 patentes. Mais c'est un contexte qui fait que j'étais rendue au bout du chemin. J'étais prête et j'avais décidé que je le réglais. Ce qui est sorti de ces 4 heures-là de thérapie intensive avec une femme très technique, très froide, là, qui me faisait de la PNL, ce qu'elle m'a fait sortir, le gros morceau que je tenais à l'intérieur de moi, c'était je ne mérite pas une famille parce que j'ai pas pu sauver la mienne. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui croyait fondamentalement que je ne méritais pas une famille. Mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans. J'ai eu une enfance compliquée, difficile. J'étais enfant unique. J'ai pris des affaires sur mes épaules que j'ai traînées toute ma vie. Et
ce qui est resté, c'était cet échec. J'ai pas réussi à sauver mes parents. Puis en plus, mes parents étaient décédés. Fait que non seulement j'avais pas pu les sauver de la mort, mais j'avais pas pu sauver notre unité familiale. Donc, il y avait une partie de moi qui refusait de me laisser avoir des enfants. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est-tu mon col d'utérus trop rigide? Est-ce que c'est cette croyance fondamentale? Est-ce que c'est un mix des deux? Je peux pas te le dire. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que ce bout-là de vie, ça a été, écoute, très difficile à vivre. Je suis rentrée chez nous, j'ai braillé pendant une semaine. J'étais tannée de brailler. Je m'auto-jugeais moi-même. Hey, vis ta vie, man. T'es en santé. T'es au début de la quarantaine. Puis, tu sais, j'étais rendue à un point où je me disais, faut que ça arrête. C'est comme, tu tombes enceinte ou tu tombes pas enceinte, mais là, arrête. Parce que, tu sais, tout le monde est écœuré autour de toi, là, puis ça suffit. Puis c'est arrivé. Fait que, tu sais, je fais attention quand j'écris dans le livre, tu sais. J'ai attention parce que je le sais, c'est quoi la vulnérabilité de chercher des réponses. Mais je peux juste dire que notre instinct nous amène toujours à bon port. On le sait. Il s'agit juste de l'écouter des fois, tu sais. Puis ça, des fois, c'est pas évident d'écouter notre instinct. On se dit, c'est-tu notre instinct? C'est-tu mon désir? C'est-tu des peurs? C'est-tu des croyances? Tu sais, c'est facile aussi de se perdre là-dedans, là. Ben, on est perdu, en fait. Moi, la seule affaire que je peux te dire, c'est que tout ça, là, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, j'ai 2 enfants. Même si j'avais pas eu d'enfants, ce processus-là a été extrêmement libérateur. Le processus de PNL. Mais l'infertilité Au complet, OK. m'a tellement confrontée à mon histoire, à mes limites, à ma personne, à mon tempérament. Tu sais, c'est comme tu vas à la rencontre de toi-même d'une Pour de manière vrai, plus là. profonde que bien d'autres affaires. Fait que, tu sais, ces hommes-là, ces femmes-là, ces couples-là, peu importe, là, parce qu'il y en a qui le vivent sans être en couple, là, mais le parcours de l'infertilité, d'une certaine manière, amène à mieux vivre. En bout de ligne. Est-ce que tu penses que... est-ce que tu gardes des cicatrices, je vais dire comme ça, dans ton quotidien, malgré que l'infertilité, c'est fini puis qu'aujourd'hui, t'es maman? Oui. Ben oui. Comme quoi? Je peux pas te le dire. Ça m'a transformée dans toutes mes cellules. Je suis pas la même personne. Tu sais, si j'avais pas eu ça, je te dirais que ça m'a endurcie. Fait que t'étais déjà entêtée, là, tu l'es encore plus ou... Ouais. Ou dans ce sens-là ou dans le sens où t'es moins facilement atteignable, on va dire, émotionnellement, plus dans ce sens-là? Je suis encore atteignable émotionnellement, mais je suis coriace. Puis, tu sais, je me défends beaucoup plus. Mon intégrité physique, là, tu sais, quand tu te fais jouer dans l'utérus, là, qui est le siège des émotions, là, bonne chance. Tu sais, moi, là, me faire manipuler tu sais, aujourd'hui, là, je suis très, très... Ma bulle, c'est important. Ben, c'est parce que tu as eu ton quota aussi, là. J'ai eu mon quota là-dessus. Tu sais, fait que je suis plus endurcie, je te dirais. Puis je réagis plus réactive aussi. Tu sais, je me défends beaucoup plus rapidement. Tu sais, avant, oui, mais là, cette personne me dit quelque chose comme ça. Hey, là, aujourd'hui, là, c'est comme garde. Tu comprends? C'est comme si je m'auto-protège davantage. C'est comme si ça t'avait-tu donné comme une genre de confiance en toi? Oui. Une estime? Ben, probablement, parce que, tu sais, aujourd'hui, je sais que si... Tu sais, puis je pense que n'importe qui a traversé des traitements de fertilité, si t'es capable de passer à travers ça, là, ça va aller, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de guerre que je ne vais pas livrer, là. Tu me dis que c'est la fin du monde demain, tabarouette, ça va, là. Je vais me faire des rations, puis je vais passer à travers. Tu sais, ça te donne une résilience très forte. Oui. Tu sais, je questionne davantage. Ça m'a appris ça aussi beaucoup, ouais. l'infertilité, tu sais. Je pose plus de questions. Quand je comprends pas, je demande. Puis, tu sais, j'exige, en fait. Ça m'a appris à être exigeante. Parce que, tu sais, je me souviens des débuts des traitements de fertilité, là. Je prenais mes petites feuilles, je m'en allais chez nous. Puis après ça, je googlais toutes les mousses d'affaires que j'avais pas compris parce que quand j'étais dans le bureau, je voulais être une bonne première de classe. Tu comprends? Je voulais que ça se passe bien. Ça m'a enlevé ça, les traitements de fertilité. C'est comme, excuse-moi, là, tu me dis ça, peux-tu me le montrer? Je sais pas comment ça marche ta seringue. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça va faire sur mon corps? Qu'est-ce que tu me dis? Puis, tu sais, des fois, les petits commentaires, ouais, mais là, ça doit être hormonal. Hormonal de quoi? Tu me parles de quoi? Ma progestérone, mon estrogène, de quoi tu me parles? Tu sais, mon corps de femme, là, je me le suis approprié. Puis, je le laisserai pas aller, tu sais. Puis,
Je pense qu'aujourd'hui, je challenge davantage tout ça. Puis, tu sais, je milite beaucoup pour justement la santé sexuelle des femmes. Tu sais, aujourd'hui, je suis ménopausée, je traverse la ménopause, qui est une autre affaire. Puis moi, je veux qu'on aide davantage les femmes. Tu sais, en Europe, on paye toutes sortes de traitements, on s'offre des traitements de fertilité souvent qui sont subventionnés par l'État. Je trouve que les femmes, man, ici, on est laissés à nous-mêmes. Ah, là. ben mon Dieu, hey, 100 Faut hey. tout payer, faut tout faire. Ah! Tu sais, puis c'est la même chose en ménopause. Tu sais, tu vas vivre ça éventuellement. C'est toutes les affaires hormonales de femmes, là. Je suis un peu à bout de ça, là. Tu sais, ça, c'est un autre débat aussi qu'on pourrait avoir vraiment. Tu sais, le droit des femmes puis l'importance. Un exemple. Quand on est enceinte, là, parce que j'ai été enceinte 2 fois jusqu'à 8 semaines. Bravo. Ouais. OK, je vais dire merci. Je sais pas trop s'il faut que je dise merci. Non, mais au moins, tu sais, il y en a qui se rendent jamais là, là. Non, je sais. Ça se peut. Ouais. Mais fatiguée, nauséeuse, les femmes, selon moi, là, devraient avoir le droit de se retirer, de travailler le premier trimestre. Je trouve que c'est manquer de considération et d'humanisme de devoir obliger les femmes d'être au travail. Tu sais, je parle surtout pour celles qui ont des emplois qui relèvent d'un patron, là, d'un employeur, puis qui sont obligées de se présenter quand même au bureau du lundi au vendredi, puis d'avoir les mêmes rendements. Bref, c'est juste un exemple que je voulais donner pour appuyer le point que tu disais. Mais je pense qu'il va par falloir rapport faire une réflexion collective sur ça. Parce que, tu sais, je regarde les grands débats, là, tu sais. Bon, on est dans l'immigration, qu'est-ce qu'on fait venir comme force de travail, tatitata. Est-ce qu'on veut peupler notre Québec? Ben c'est ça. Bon. Est-ce qu'on veut s'offrir des citoyens plus tard? Tu sais, le calcul mathématique d'un traitement de fertilité qui est payé par le gouvernement, il est très simple, là. Tu sais, les milliers de dollars que tu vas investir pour faire un enfant qui va payer des impôts pendant une période X de temps. Tu sais, Faire rouler l'économie. oui, puis tu sais, l'infertilité, c'est pas juste féminin, c'est aussi masculin. C'est en grande partie masculin aujourd'hui. On voulait juste vous rappeler l'importance d'aller consulter les médias sociaux de Littoral Marketing, surtout si vous avez une entreprise touristique, parce que c'est vraiment Littoral Marketing qui va vous offrir la meilleure stratégie. C'est 360 degrés. Donc, on va vous proposer tout ce qui concerne les médias traditionnels, les événements avec des interactions directes, promotion et relations publiques. On va prendre en charge votre marketing au complet. On vous accompagne au niveau de la stratégie. On offre de la formation et en ayant aussi tout un volet hors piste. Donc, vraiment, Littoral Marketing à votre service. Suivez-les sur Instagram. Bien, au podcast, il y a un médecin, je crois que c'est le docteur Dadou, qui avait dit qu'il y avait 5 ans, autant de cas d'infertilité masculine que féminine. Oui. Ouais. Tu sais, la procréation, la fertilité, ça concerne tout le monde. Absolument. Et puis, il va falloir à un moment donné s'asseoir, réfléchir à ça adéquatement, l'accompagnement des hommes, des femmes, puis comment on peut gérer ça. C'est des facteurs environnementaux. C'est toutes sortes d'affaires qui font qu'à un moment donné, l'infertilité prend autant de place. Puis, il faut donner les outils à tout le monde pour y arriver. Tu sais, c'est pas... comment je dirais? Ça concerne tout le monde. Tu sais, c'est pas juste les couples qui vivent ça. C'est faux les... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système en ce moment. Ben non, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Oui, dans le système de santé at large, mais nous, ici, notre cause, c'est l'infertilité. Fait que je vais vraiment parler pour cette cause-là. Non, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, tu parles d'une cause d'un problème qui va... Tu sais, l'infertilité, là, ça ne va pas aller en s'améliorant, là. Il va y en avoir de plus en plus de cas d'infertilité. Ça va être de plus en plus difficile à se reproduire, à faire des enfants naturellement. Et malgré qu'on s'en va là-dedans à vitesse grand V, il manque encore là, beaucoup de conscientisation, d'éducation. Ma propre famille a de la misère avec le fait, je pense, que je vive de l'infertilité puis que je sois autant confrontée là-dedans. Puis je parle pas nécessairement de mes parents, mais ma grande famille élargie, mes cousins qui ont mon âge, là, même pas capable de partager là, mon projet là, sur Facebook. Là. J'ai comme un feeling qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur de ce sujet-là, comme s'ils allaient l'attraper, comme si il faudrait donc pas que quelqu'un pense qu'eux autres vivent de l'infertilité en partageant ou en s'associant à ça, tu sais. Puis je trouve ça épouvantable. Puis je le vois aussi sur les médias sociaux que
moi, je ressens beaucoup les choses, tu sais, puis je ressens que les gens, quand ils voient, mettons, mon Instagram ou le Facebook des infertiles, ah non, l'infertilité, c'est pas pour moi, ça, tu sais, puis sont pas, ils réalisent pas là, l'ampleur que ça va avoir sur peut-être leur sœur, leur cousine, leur voisine, leur collègue préféré, leur fille. Fait que... C'est parce que je pense que à la base, ouais. on se dit qu'avoir un enfant, c'est un privilège et non pas un droit. Et que si ce privilège-là t'est pas octroyé de manière divine, ben lâche prise puis fais d'autres choses. Tu sais, il y a quelque chose de judéo-chrétien encore. Tu sais. Ouais. Puis je te fais un parallèle étrange, mais tu vas me comprendre. Je suis en train de faire une série en ce moment documentaire sur la chirurgie plastique. Je vis la même affaire. C'est-à-dire que les gens vont dire, on t'a donné la beauté. Chanceuse. Tu l'as pas, accepte-toi. Oh my God! Tu n'es pas capable de faire un enfant, peut-être tu n'es pas dû pour ça. Peut-être c'est pas pour toi. Tu comprends? Oui. Choisis un autre projet de vie. Pourquoi tu n'adoptes pas? Il y a plein d'enfants qui ont besoin d'être adoptés. Là, tu dis, bon, OK, on fera un autre podcast éventuellement sur ça. Là. C'est un autre projet de vie. C'est pas la même chose. OK? Fait qu'il y a des jugements de valeur par rapport à ça. Puis le regard que les gens portent sur toi, c'est, regarde, décroche. Tu es en santé, fais d'autres choses. Mais Puis, pourquoi ça dérange les gens parce à ce qu'il y a des gens point-là? qui ne devraient pas avoir d'enfants qui en ont. Il y en a qui voudraient en avoir qui n'en ont pas. Puis c'est incompréhensible. Ça fait partie des mystères de la vie puis de cette injustice. Ça fatigue les gens d'exercer leur cerveau là-dessus. Fait qu'ils balaient ça. C'est trop compliqué. Ah, j'ai pas le goût d'aller là. Puis oui, il y a le fait aussi que c'est comme il y en a qui se sentent coupables pour que ça fonctionne. Fait qu'ils veulent pas t'en parler. Oui. C'est comme quand tu vis un deuil, les gens font des stepettes autour justement pour faire « Ah, ça va aller, ouais, il n'y a rien qui arrive pour rien. » Hey! Tu sais, fait que c'est ça le bout, je pense, dans ton entourage qui arrive. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, faites attention, la gang, aux choses que vous dites aux gens. Hey, quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Ben oui, c'est ça. Arrête. Tu ne sais pas ce que les gens Non. vivent. On ne comprend pas ce que les gens vivent. Tu sais, Moi, fait je dis que- tout le temps, parce que ça, c'est une question. Là, je me fais moins poser, étrangement. Mais au début de notre parcours, tu sais, je me faisais beaucoup poser la question. Puis vous autres, c'est pour quand? Oui, ça fait 3 ans qu'on essaye. Les gens savaient pas quoi dire. Moi, je dis tout le temps, si t'es pas prêt à entendre la vraie réponse, pose pas la question. Peu importe c'est quoi, peu importe, que ce soit en lien avec une maladie, ta job, peu importe, si t'es pas prêt à entendre la vraie affaire et non ce que tu veux entendre, pose pas la question. Mhm. Je suis assez d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense qu'il faut vraiment, vraiment... tu sais, ce que tu fais avec le podcast, cette éducation-là est importante, mais tu sais, juste le fait que ça s'appelle comme ça, c'est que c'est des gens qui vivent ça qui vont venir. Tu sais, je pense qu'il faut élargir davantage. Oui, mais il y a quelqu'un, mardi, cette semaine, il y a 2 jours, je suis allée à un événement et j'ai croisé quelqu'un, une connaissance, ça faisait longtemps là, que je l'avais pas vue. Puis quand elle m'a vue, elle m'a fait « Élodie, j'écoute ton podcast! » Et moi, je sais que cette femme-là, elle a des enfants et qu'elle n'a pas eu de problème de fertilité, OK? Et elle me dit, là, avec tellement d'émotions puis de reconnaissance, elle me dit, j'écoute ton podcast, j'ai une amie là, très, très, très proche de moi qui vit ça. Et pour moi, d'avoir écouté ton podcast, ça m'a permis de mieux l'accompagner et de mieux la comprendre. Et ça m'a tellement éduquée et puis elle m'a remerciée. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs missions avec le podcast. Bien évidemment, la première, c'est pour offrir quelque chose à ces pauvres gens qui vivent de l'infertilité parce qu'on n'a pas grand-chose quand on est là-dedans. On a très peu de ressources. Mais parmi mes nombreuses missions, il y a celle d'éduquer la population en général. Puis on en parlait tout à l'heure, tu sais, quand on disait que les gens sont pas assez sensibilisés, conscientisés que c'est un problème qui s'en va en s'empirant, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que le titre, je pense qu'il est assez clair, mais le titre du podcast, mais c'est l'espoir d'éduquer la population en général reste quand même très là avec ce projet-là. Là, Puis tu sais, du podcast. moi, je me dis toujours, l'infertilité, c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça, c'est réglé. Oui. Maintenant, pour ce qui est des traitements, oui. c'est une des rares maladies où on grade, tu sais,
on refuse des traitements à certaines personnes. Et je dis toujours, mais où est-ce que dans la RAMQ, c'est écrit que quand on a une maladie au Québec, il faut payer Oui, pour guérir notre maladie? oui. Où c'est que c'est écrit? C'est reconnu, oui, mondialement, mais ce qui est important pour nous ici, parce qu'on est au Québec, c'est que ce soit reconnu par notre province et ce l'est reconnu comme étant une maladie. Alors, pourquoi est-ce que en infertilité, qui est une maladie du système reproducteur et qui nous empêche de peupler le Québec, on n'arrête pas de parler qu'on veut donc peupler, peupler. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas notre propre peuple à peupler, justement? C'est incompréhensible. Tu sais, les gens qui ont des maladies incurables, qui demandent l'aide médicale à mourir, on leur fait passer à travers plein d'étapes, ce qui est parfait. Mais en gros, ce qu'on leur dit, c'est « Mais lâchez pas, continuez de vous acharner. » Comprends-tu? Mais dans l'infertilité, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. C'est l'inverse. C'est le seul endroit où la profession médicale dit ben peut-être qu'il est trop tard. Puis tu dis, mais comment se fait-il que on en arrive là? Ouais. Comment on peut ne pas considérer donner la vie aussi important que donner la mort? Tu sais, je peux pas T'as comprendre raison, c'est un bon point. à la base comment Ouais. le discours est si différent. Puis tu sais, c'est dans toute la conception des traitements de fertilité, c'est basé sur ça. On grade, on met dans des catégories, on codifie. Plus de chances, moins de chances, puis on adapte les traitements à ça. Puis les femmes qui s'acharnent sont souvent regardées comme étant faibles. C'est Ou l'inverse. folles. Faible, folle, hystérique. décroche, là, tu sais, à un moment donné. Pour revenir à l'âge, on peut être ménopausé, Marc-Claude, et être capable de mener une grossesse à terme avec un petit peu d'hormones, là. En fait, on peut porter un enfant jusqu'à la soixantaine quand on est en santé. C'est de procréer, c'est de féconder. C'est ça. Bon. Après, ben, il y a tout le reste qui vient autour aussi, qu'il va falloir éventuellement aussi, tu sais, qui vient, comment dire, complexifier le débat, c'est-à-dire tout ce qui est le don de sperme, le don de vulve, les mères porteuses et tout ça. Puis ça, on dirait que ça vient aussi complexifier l'affaire, ce qui fait que les gens ne veulent pas s'attacher. C'est compliqué. Si t'es pas dû, t'es pas dû. C'est compliqué. Pas à la tomber enceinte, fais l'autre chose. Mm-hmm. On n'aura plus ce luxe-là bientôt. Les amis, là, collectivement, on n'aura plus ce luxe-là. Qu'est-ce que tu veux dire, Il là? va falloir adresser le problème de fertilité mondialement, Mais c'est globalement. ça qu'on est en train de faire, là. Non, ici. mais là, nous, on le fait, là, mais je te dis juste tout le monde. Oui, collectivement. Faut que ça soit un enjeu, là. Ben, c'en est un. C'en est un enjeu. Peut-être pas assez reconnu, Non, tu c'est sais. pas assez reconnu. Pas assez pris au sérieux, tu sais. Ouais. Je reviens encore avec l'âge. Tu sais, bon, oui, on peut enfanter, porter la vie, donner Ouais. naissance jusqu'à 60 ans. Ouais. Mais dans ton cas, par exemple, malgré le fait que tu étais vieille, entre guillemets, à 41 ans, après tous les tests, tout était beau. Bel utérus, tu avais des beaux cycles, une belle réserve ovarienne, Oui. des beaux... Fait que moi, c'est là aussi où je comprends. À place de se fier sur l'âge, pouvons-nous examiner la dame, la patiente, faire les tests et dresser un portrait clair à la patiente, dire voici vos résultats, pas voici votre âge. On le sait, on a quel âge. Voici vos résultats, voici les chances de réussite avec les résultats que vous avez, votre système reproducteur tel qu'il est. Plutôt que de nous catégoriser tout de suite, tu sais, en se fiant juste sur notre âge. Je pense que, tu sais, l'autre contradiction, c'est que la profession médicale, puis surtout en fertilité, est axée sur la performance. Les fertologues aiment ça quand ça fonctionne. On veut montrer des statistiques. Oui, mais c'est ça quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, on va s'enorgueillir. Puis je pense qu'eux autres, là, leur responsabilité médicale, c'est de dire la vérité puis de faire baisser les attentes. Tu sais, tu le sais, tu es passé dans un cabinet, c'est ça qu'ils font essentiellement, te dire, tu sais, t'as pas grand chance d'y arriver. Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas, serait-tu mieux qu'on donne espoir ou il n'y a pas d'espoir? C'est parce que tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui a réussi malgré tout. Fait que c'est ça qui fait que tu t'accroches. Fait que là, tu dis, ouais, monsieur fertologue, oui, mais
Ma grand-mère, à 46 ans, a eu son 21e. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis là, ils font, ah, ben, mais ça, c'est une exception. Ben Mais tu sais, oui. je pense que la fertilité est faite d'exceptions. En fait, chaque Oui, oui. patiente est exceptionnelle. Mais oui. Mais c'est tough la première fois que tu te fais mettre des limites comme ça. C'est très, très, très difficile à accepter. Là. Ça, c'est un autre aspect, l'aspect des taux de réussite, que les cliniques veulent donc bien paraître avec des taux... Je vais Parce que tu payes. Oui, parce que là, on paye. Puis même si on Ouais, ne payait mais- pas, là, le gouvernement dirait, ben oui, mais là, on investit tant d'argent, c'est quoi notre retour sur investissement? Mais c'est ça aussi. C'est une maladie. Oui, je le sais. Mais Vous c'est une maladie s'arrêtez pas là. comme les autres. Non, point. C'est une maladie, Ah. point. Mais c'est parce qu'ils vont dire que c'est pas Point. essentiel. Il n'y a pas une maladie qui est comme les autres. Il n'y a pas un diagnostic qui est pareil. Il n'y a pas une souffrance qui est comparable. Mais c'est parce que c'est pas une maladie mortelle. Puis C'est pas grave. tu veux qu'on y aille? Non, mais c'est ça pareil, la vraie vie. C'est que les gens vont dire, tu vas pas mourir d'infertilité. Ben, c'est sûr qu'on va pas mourir. Je le Puis sais. tu peux décider de faire d'autres choses. Mais moi, je vais te dire quelque chose, là. Puis je pense que je l'ai déjà dit au podcast. Il y a eu une période dans mon parcours de fertilité où la souffrance était tellement profonde que je me suis dit, je comprends les gens qui s'enlèvent la vie. C'était à ce point-là, là, souffrant, là. Fait que j'ai jamais pensé à m'enlever la vie. Jamais. Mais j'ai été capable de m'imaginer les gens qui s'enlèvent la vie, là, c'est parce que la souffrance est plus tenable, est plus vivable, c'est plus tolérable. Puis c'est une détresse qui est tellement pure et profonde que ça crée beaucoup de dommages. Puis c'est entre autres pour ça qu'on devient... Ça nous change à jamais, tu sais. On n'est plus les mêmes personnes, tu sais. Puis non, ça va pas nous tuer, mais peut-être, oui, un peu, d'une façon, tu sais. Ça nous tue à l'intérieur. Mm-hmm. Il y a des choses qui meurent. Il y a des parties de nous qui meurent quand on vit de l'infertilité. Puis oui, il y a peut-être d'autres parties qui naissent. Ça laisse place à des nouvelles facettes, mais ça change quand même beaucoup une personne. Fait que je pense pas qu'on va changer le monde, toi puis moi, ensemble aujourd'hui, mais je suis quand même très contente qu'on ait ouvert la conversation parce que c'est un message très important, je pense, qu'on essaie de porter là. Puis c'est important qu'il soit entendu par un maximum de gens. Et il faut qu'un maximum de gens l'entendent pour que ce soit partagé et qu'on soit un jour pris au sérieux. Je sais que ça va être extrêmement difficile. Trouver un commanditaire pour le podcast, ça a été extrêmement difficile. Parce que, d'ailleurs, merci, Eros. Merci d'avoir été, tu sais, ouvert à l'écoute du message que j'avais apporté. Les autres entreprises que j'ai approchées, là, c'est sûr que c'est parce que c'est à propos de l'infertilité. Fait que c'est ça touche pas grand monde anyway. Ben j'ai pas 20 000 abonnés encore, tu sais, sur mes comptes médias sociaux, tu sais. Fait qu'on a bien du chemin à faire, là. La route va être longue et la route va être difficile, puis on va rencontrer bien des portes fermées, là. Ça se peut que nos jointures saignent un petit peu à force de cogner à des portes, là, tu sais. Oh, mais regarde, il n'y a pas personne de plus résilient qu'une femme infertile. Fait que moi, je suis pas inquiète pour ça. Ouais. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que on vient... Tu sais, une femme, fondamentalement, se reproduit. Tu sais, c'est ça, le cycle de la vie. Mm-hmm. C'est pas mal la base de la vie, Mm-hmm. tu sais. Fait que c'est un appel qui est ancré dans nos cellules. C'est pas un luxe. Non. Puis il faut respecter ça parce qu'on n'existe pas s'il n'y a pas de femme qui tombe enceinte. Ben absolument. Fait que peut-être un jour, si ça continue à augmenter, cette infertilité, on va essayer de convaincre des femmes d'aller faire des traitements de fertilité. Fait que pour le moment, celles qui militent, là, moi, j'ai toujours le goût de dire aux gens, donnez-leur de la douceur, de la bienveillance. À ceux qui ne comprennent pas? Oui. Okay. Non, mais aux femmes infertiles. OK. Aux hommes infertiles, aux couples infertiles. Ouais. De quoi ils ont besoin? Ouais. D'écoute, d'ouverture, de douceur, mais surtout de soutien. Oui. C'est notre cause à nous tous. Puis c'est pas mal la base de la vie. Fait que, merci Eros, merci à toi de le faire, le podcast. C'est pas facile, tu sais, mener ce que tu fais, c'est-à-dire tous tes traitements, puis toute cette quête, en même temps que tu en parles. C'est un exploit. Bien, c'est d'ailleurs pourquoi on a eu une très longue pause là, entre la saison 1 et la saison 2. C'est entre autres une des raisons qui a fait en sorte qu'on a dû prendre une pause parce que j'ai vécu
ma deuxième fausse couche, fait que j'avais des choses à vivre, là, tu sais. Il fallait que je me concentre sur autre chose plutôt que d'être capable, avant d'être capable de continuer le projet. C'était juste une petite pause, mais... puis oui, tu sais, je suis encore dans les processus, puis je me demande, est-ce que je vais être capable vraiment de tout le temps jongler les deux, ou il y a des fois où il va falloir que j'annule des enregistrements, tu sais. Fait que c'est très important pour moi quand même de me respecter là-dedans, puis d'écouter mes limites, puis de rien forcer, mais je veux tellement faire le podcast, puis je veux tellement avoir un enfant que les deux, conjuguer les deux ensemble, je pense que ça va être un beau défi. T'es une Ça grande porteuse. Merci. C'est très beau. Ça me fait perdre mon idée. Tu as parlé de... ben c'est ça, tu sais, on parle d'incompréhension. Tantôt aussi, tu as parlé des gens. On a parlé aussi de... Ben on a effleuré... on a fait allusion à ce que les gens pouvaient dire des choses maladroitement, des commentaires, des questions. Est-ce que toi, t'as fait face à des jugements de ton entourage, de tes proches? Non, je pense pas. OK. Non, tu sais, c'est sûr que moi, mes parents étaient décédés quand je faisais ça. Donc, tu sais, j'avais pas vraiment d'entourage proche. C'était plus la famille de Jean-Martin, mon ex-conjoint. C'est plus publiquement. Quand je tombais enceinte à 44, il avait sorti un article dans le Journal de Montréal, dans le sac de chips. Puis c'était la réaction du public, là. Tu sais, voyons donc. Tu sais, une vieille mère, elle va faire une orpheline, parce que j'avais publié mon livre Orpheline. Fait que je me suis rendu compte que la fertilité féminine vient avec bien des affaires. C'est comme si à un moment donné, nous autres, on a une date de péremption. Puis quand on essaie de prolonger ça, ça met les gens en maudit. Ça vient les toucher dans des valeurs profondes qu'ils n'aiment pas. Ça les met en tas. Fait que j'ai eu quand même ça un peu d'en face. Tu sais, t'es qui, toi, pour tomber enceinte à 44? Voyons donc! Pas capable de faire d'autres choses. Ben oui. Tu sais, c'était le maire Gendron, Stéphane Gendron, l'ancien maire d'Huntington, qui avait fait une sortie publique pour dire, ben oui, c'est ça, il veut faire une carrière, tu sais, puis s'en fout de la famille, puis d'un coup, tombe enceinte à 44. Qu'est-ce que ça va faire, ça, sur le système public? Mais tu sais quoi? Je l'ai appelé, Hey, t'as bien fait. puis j'y ai parlé, puis j'ai dit, écoute-moi bien, Stéphane, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est infertile. C'est tout aussi masculin que féminin. C'est pas vrai, ce que tu dis là. Puis, tu sais, des années après, on s'est recroisés, puis il a fait tabarouette, et tu m'as vraiment ouvert les yeux là-dessus. J'avais tellement pas compris. Wow! Il était parti avec cette idée-là. Mais oui, Ouais. mais c'est ça qui arrive avec tout le monde. Ils veulent tout avoir, les femmes, ils veulent tout. Ouais. Ouais, mais excuse-moi, là, tu sais, les études, ça prend plus de temps. L'accès à la propriété, il faut toujours bien... Tu sais, c'est comme si... Faire un enfant, c'est un miracle, là, dans le monde actuel. On peut-tu juste se dire... chill out, là. Mais même ceux qui tombent enceintes facilement, naturellement, c'est digne d'un miracle en soi, point. Bon. Ça en est un à chaque fois. C'est juste qu'on le réalise pas. C'est ça. C'est juste qu'on notre conscience n'est pas assez ouverte là-dessus, tu sais, tout simplement. C'est exactement ça. Y a-tu quelque chose que tu as trouvé particulièrement difficile dans ton parcours, peu importe la sphère, que ce soit personnel, du plan psychologique, émotionnel, que ce soit par rapport à des choses que tu aurais apprises pendant ton parcours, tu sais, par rapport à la médecine ou etc. Relation avec ton conjoint, je pense que ça allait bien, mais ou gestion par rapport à tes engagements professionnels, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans toutes ces années de parcours de fertilité-là où ce que tu as trouvé particulièrement difficile? Je te dirais la relation avec le travail. OK. C'est une étiquette, là, quand il faut que tu approches ton boss pour dire ça se peut que je puisse pas rentrer telle journée parce que je sais pas à quelle heure on va faire le transfert d'embryon. Puis c'est moi, dans mon domaine de performance, je vais te dire de quoi de gros, là. Je n'ai jamais vraiment parlé publiquement, mais je vais te le dire. Quand je tombe enceinte, j'ai perdu mon contrat de radio. Ah, Seigneur! Fait que, c'est... T'es sérieuse, là? Toi, t'as dit, je suis enceinte. Merci, bye-bye. Ben oui. Ben oui. Fait que, tu sais, pendant que je faisais les traitements de fertilité, il fallait que je m'organise pour être capable de bien performer. Puis à partir du moment où je tombe enceinte, tu sais, je pense qu'il y a bien des femmes dans des milieux de travail qui... Ça reste que c'est lourd, là, tu sais, dans le sens que... Tu sais, si toi, t'es employeur, là, tu vas embaucher une femme de 35 ans qui est en processus de fertilité, et c'est sûr que tu vas dire, elle va manquer des heures de travail, elle va éventuellement tomber enceinte. Tu sais, c'est comme, tu t'achètes des absences puis un congé de maternité. Fait que je pense que c'est pas facile pour les femmes sur le marché du travail. Quand tu as une longue quête de fertilité, je pense que des employeurs, c'est pas tous les contextes qui sont pareils, mais tu sais, dans un travail de performance, c'est pas évident.
Ça revient à ce qu'on disait tantôt, par rapport aux droits des femmes, puis au sérieux ou à la santé des femmes, le sérieux ou le non-sérieux qu'on accorde aux femmes en général, tu sais. C'est quoi? Ça part d'où, cette Ben, c'est la mentalité? pression économique. Je pense même pas que c'est de la mauvaise volonté, tu sais, des employeurs. Je pense pas que c'est ça. Tu sais, moi-même, je suis entrepreneur. Tout est relié ensemble. C'est comme tu vis une pression économique, c'est de plus en plus difficile de s'en sortir, point final. Fait que là, tu arrives avec une femme dans la trentaine qui est dans un processus de fertilité, à moins d'une grande entreprise qui a les reins solides, qui est capable d'avoir des avantages sociaux, qui a une structure adéquate. Mais est-ce que toi, comme entrepreneur, tu mettrais quelqu'un dehors qui est en processus de fertilité? Ben non, jamais de la Ou vie. qui t'annonce être enceinte naturellement puis qui doit quitter en congé maternité? Ben non, c'est sûr que non. Parce que t'es sensibilisée à ça? Mhm. T'es juste heureuse pour elle, là? Ben, je reconnais la valeur de faire des enfants, là, Ben, pour c'est la ça, tu société. sais. Mais C'est ça. tu sais, je pense pas nécessairement que c'est toujours de la mauvaise volonté. Je pense que c'est un contexte global, je te dirais, tu sais. C'est un peu ça, là. Tu sais, tout le monde est dans la performance. Le fertologue veut performer. Tu sais, la femme infertile, elle vient déranger tout le monde. C'est pourquoi tu peux pas juste te tasser puis changer ton projet de vie, là. Fait que là, toi, tu finis ton parcours de fertilité. Enfin, tu vis la plus belle nouvelle de ta vie. Ben, probablement que c'est la plus belle de ta vie. C'est la là. plus belle nouvelle. Puis en même temps, tu apprends que ton contrat est fini ou ton contrat professionnel qui te permet de payer ton hypothèque puis ton char probablement n'est pas renouvelé. Fait que là, tu viens de finir un stress, mais là, tu en vis un autre à travers la plus belle nouvelle de ta vie. Comment tu as géré ça? Mon contrat n'est pas renouvelé. OK. Il est fini. Tu rentres pas lundi, là. C'est fini. Tu reviens pas. Genre, t'as-tu fait ton show ce jour-là, puis le lendemain, t'es pas revenu ou? Je suis partie en congé de maternité, puis on a aboli mon poste, en fait. OK, pendant que t'étais partie. Puis, tu sais, je peux te dire que je suis pas la seule dans le milieu des médias qui s'est arrivé. OK. Je te dis pas que c'est de la mauvaise volonté de l'employeur, c'est juste un état d'être. T'es pas là, tu peux pas performer, tu seras plus aussi disponible. Tu as fait un choix de vie, en fait. Oh, mon Dieu. Comment t'as géré ça? Ben, comment j'ai géré ça? Tu sais, j'avais tellement voulu avoir des enfants. Moi, j'étais dans une euphorie hormonale de, tu sais, regarde, oui, en effet, j'ai fait un choix. Puis je l'ai vraiment fait, le choix, parce que je l'ai fait à tous les jours pendant 9 ans, là, mon choix. Mais tu le savais-tu que ça pouvait t'arriver? Non. Non? Non, Tu t'es jamais douté que... Non. Wow. Je me suis jamais douté à quel point ce serait compliqué. De concilier le travail et la famille. Ça, après ça, c'est l'autre combat qui arrive une fois que la fertilité, quand ça fonctionne. Mhm. Quand la conciliation, là, n'est pas facile. Puis ça t'a-tu pris du temps pas te rebâtir ou te remettre, mais tu sais, te revirer de bord, là, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait pour pallier à ça? J'avais une marge de crédit. Aïe, aïe! Puis après, ben il est arrivé 1000 affaires. Tu sais, c'est un peu ça, le domaine des médias. En fait, c'est vraiment étrange, ce que je dois dire, mais je suis revenue après mon deuxième accouchement. La même affaire est arrivée. Là, tu sais, je savais bien là, que j'allais pas avoir de contrat à partir du moment où j'annonçais que j'étais enceinte. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui est tombé enceinte, puis j'ai remplacé un congé de maternité. À la radio? Après avoir accouché. Fait qu'il y a quelqu'un qui est parti en maternité, fait que j'ai pu revenir. OK. Puis elle a perdu son contrat éventuellement. Oh, Ouais. Mais j'ai réussi à OK. revenir quand même, tu sais, parce que c'est comme je te dis, tu sais, si tu passes à travers des traitements de fertilité, c'est pas une perte de contrat qui va t'empêcher de revenir. Tu comprends? Mais, Ouais, mais je comprends. ça a été un peu la grande surprise de l'affaire. Pour revenir à ton processus de fertilité, t'as commencé... Ben non, t'as pas commencé à 41 ans, mais on va dire à temps plein, Ouais. tes processus ont commencé vraiment à 41. Là, tu voyais les années arriver. 43, tu t'es fait dire 5 de chance de réussite. Tu continuais. Est-ce que tu t'es... Ben, j'imagine, mais poser la question... non, mais c'est parce que moi, tu me trouvais vieille, moi, là tu sais, mais que mes enfants, ils aient 5, 10, 15 ans, c'est parce que j'aurais pas le même âge que les parents de leurs amis, là. Ben, en fait, non. T'as jamais pensé à ça? Ben, j'y ai pensé, forcément. Je veux dire, c'est un peu pour ça que le livre existe. C'est que j'ai réfléchi à la longévité, forcément. Hmm. Tu sais, moi, maintenant, mettons, penser que je vais être grand-mère, je le sais pas, parce que je les ai eus sur le tard.
tu sais. Puis en même temps, je regarde la ligne de vie, la ligne temporelle des études qu'on a à faire, de quand est-ce qu'on part de chez nos parents, quand est-ce qu'on a accès à la propriété, quand est-ce qu'on se sent prêt pour avoir des enfants. Je me dis, forcément, on repousse. C'est bien difficile de dire à 22, j'ai tout ce qu'il faut ou je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Fait que je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Fait que forcément, ça rentrait dans ma tête. Mais j'avais un conjoint plus jeune. Fait que ça me rassurait d'une certaine manière. Puis tu sais, je vais te dire de quoi. Jean-Martin, le père de mes enfants, son père l'a eu à 46. OK. Bob est encore vivant aujourd'hui, OK. en pleine forme. OK. Sa mère était dans le début de la vingtaine. Elle est décédée quand il avait 12 ans. Wow. Fait que là, je me suis rendu compte que autant il y a un facteur très aléatoire dans la fertilité, il y en a un encore plus gros dans la vie. Tu peux traverser la rue demain matin, t'arrive quelque chose. Fait que je pouvais pas me laisser déterminer par les chiffres et l'âge. Puis ça, c'est très difficile dans une clinique de fertilité où tout est axé sur ton âge tout le temps. Vous avez quel Sur âge? le temps. Puis tu le vois, là, dans... Tu sais, l'infirmière là, qui prend ton dossier là, pour la première fois. Oh! OK. Tu comprends? Parce que t'as beau avoir ton Botox bien comme faut pour avoir l'air jeune. Ouh, quand on voit ton âge, tu le vois dans ses yeux. Tu vois toute la patente défiler, là. Puis là, tu sais, elle te regarde, puis elle a le goût de te donner une petite tape en voulant dire « Ah, on est à la fin, hein, bientôt on va lâcher prise. » C'est ça. Fait que tu le vois dans les yeux. Fait que t'as pas le choix que de laisser ça rentrer. Je serais vraiment menteuse de dire que j'ai pas pensé, mais de penser que j'allais être la petite vieille dans le cours d'école, non. C'est ça, je me disais, garde, advienne que pourra. On peut pas penser à tous les facteurs quand on est dans une lutte, là. Tu sais, traitement de fertilité, t'es à la guerre, pas pire, là. Pas le temps de commencer à penser à ce que tu vas manger quand la guerre va être finie. Puis aujourd'hui, maintenant que tes enfants sont là tu as 52, bientôt 53 enfants de 8 et 6 ans. Comment est-ce que tu trouves ça, de la réalité, là? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que tu trouves que des fois, tu manques d'énergie, tu manques de patience? Non. Zéro. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, je pense que c'est mon chum qui m'avait dit, je pense que tant que tu veux tes enfants, peu importe l'âge auquel tu vas les avoir, tu vas l'avoir la patience puis l'énergie parce que tu les aimes puis parce que tu les as toujours voulu. Tu sais, je viens de traverser la ménopause. Je viens d'écrire un livre qui est sur le temps. L'âge, c'est un point de vue. OK? Tu peux être vieux à 20 ans. Tu peux être jeune à 60. C'est vrai. C'est un état d'être. C'est vrai. Est-ce que tu es émerveillé? Est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu aimes ta vie? Moi, j'aime être mère. J'aime ça. Il n'y a rien là-dedans que j'aime pas. Donc, est-ce que je manque d'énergie? Non. Non. J'en aurai. Est-ce que je manque de patience? Des fois. Des fois. Mais ça, c'est normal, là. Mais tu sais quoi? Je me donne le droit de... Tu sais, même si j'ai voulu, je me donne le droit d'être un parent normal. Absolument. Mais j'aime ça. Je suis heureuse là-dedans. Puis mon Dieu que j'aurais trouvé ça triste, mais triste d'avoir fait ce deuil-là à cause de l'âge. C'est pas un facteur. Tu sais, j'ai rencontré France Castel à 80 il y a 2 semaines. Jase ensemble. Elle est jeune. Tu sais, je pense que, sincèrement, l'humain qui va vivre 200 ans est né, là. C'est quelque part sur la planète. C'est ça, la longévité. C'est ça, ce nouveau terrain de jeu qui nous arrive. C'est ce décalage-là aussi qui fait que nos histoires de vie changent. Et c'est souvent à l'âge de 40 ans qu'on a l'appel de la maternité. Fait qu'il faut trouver des solutions. Puis moi, ce que je suis là pour te dire, c'est que ça se fait très bien. J'ai eu 2 belles grossesses normales, aucun diabète de grossesse, OK? Puis ça, là, je tiens à le dire pour tous ceux qui disent, ben là, après ça, ils vont accaparer le système de santé parce qu'ils sont trop vieilles pour avoir des enfants. Va chier, OK? Puis je vais te le dire encore, va chier. Parce que moi, là, j'ai fait les tests 3 fois plus qu'une autre. J'ai fait pipi dans des pots à une fréquence effarante, là, et j'ai eu aucun problème. Puis tu sais, la médecin qui m'a accouchée au CHUM, elle m'a dit, j'accoucherais de femmes comme toi, là, à temps plein. Pourquoi? Okay? Qu'est-ce qu'il y avait, tes accouchements? Hey, tu penses-tu que les contractions, moi, ça m'écœurait? Ah ça oui, ben oui, moi, non, là, j'ai c'est poussé ça. pendant des heures. J'ai jamais vu que quelqu'un poussait de même, là. Fait que, tu sais, ça fait pas des grossesses nécessairement plus à risque. Tu sais, des traitements de fertilité, ça permet d'attraper des problèmes avant le temps.
sais, la journée que ton embryon, il dure puis il colle, c'est l'embryon de course, là. Ça fait des enfants forts, OK? Fait que c'est pas vrai, là. Tu sais, des fois, on a cette idée-là de l'éprouvette, puis ça fait des petits-enfants un petit peu... non, non. Ils sont faits forts. Les femmes sont fortes qui passent à travers ça. Puis les embryons qui collent puis qui restent, man, c'est des enfants bioniques, là. Ils étaient-tu testés, vos embryons? Les aviez-vous fait tester? Ben oui. Oui. Mais ça... Par sous forte, j'imagine, recommandation du médecin parce que Ben, toi, tu sais, t'étais moi, vieille. j'ai eu la chance d'avoir des embryons qui se rendaient au jour 5, là. Oui. Tu sais, puis après ça, j'ai fait tous les tests harmonie puis tout name it, là. Non, je veux dire faire tester les embryons avant de transférer. OK. Donc, vous les avez pas fait biopsiser? Non. OK. Ah, ouais, hein? Ben moi, ça fait une couple d'années, là. Ouais, Fait que, tu sais, c'était même... peut-être pas à mode. Ben, personne m'a parlé de ça. Tu viens de m'annoncer ça, là. C'est-tu vrai? Non. Peut-être ça aurait marché parce que moi aussi, je n'ai eu une couple qui n'a pas marché, là. Fait que t'en avais combien au total, là, des embryons? Là, je passe du Tout coq est à l'âne. là. partout. Tu sais, mettons 2 batchs de 4 puis 2. Je n'ai eu 6. 2. Fait que t'as fait 3 FIV. Ah non, j'ai fait... Vraiment un processus au complet avec combien de ponctions? T'as fait combien de ponctions? 2. 2 ponctions. Qui ont fonctionné. Ben, deux ponctions qui ont fonctionné. J'ai fait des ponctions qui n'ont pas marché. Oui, c'est ça, OK. Ça, je peux pas t'les nommer. Je sais pas combien que je n'ai fait. OK. Puis, dans chacune des ponctions, ça l'a donné combien d'embryons, les 2 fois? Une fois 2, OK. une fois 4. Fait que les 2 premiers n'ont pas fonctionné? Non. Puis, dans les 4, Ben, en fait, il y en a un qui n'a pas survécu à la décongélation. OK. Puis un qui a survécu, mais qui ne s'est pas implanté. OK, parfait. Donc, ça, c'était la mais première. qui s'est implanté puis pas implanté. Ben là, après ça, moi, les termes de savoir, c'est T'es pas tombée enceinte? Oui. Fait que tu as eu un test de grossesse positif. Oui. Fait Oui. que tu as fait une biochimique, genre? Tu l'as perdu après, là? Oui. OK. Oui, 2 fois. Ça t'est arrivé 2 fois? Oui. Fait qu'une première fois sur une première FIV, puis une deuxième fois avec ta batch de 4. Oui. Puis après ça, quand j'ai voulu avoir Henri, il me restait des embryons. OK. Même affaire, il y en a un qui a pas, que ça n'a pas fonctionné. J'ai eu un test positif. Tu sais, moi, on m'a annoncé que j'étais enceinte. C'est pour ça que je le dis dans le livre. Oui. Quand ils m'ont appelé pour dire, vous êtes en... comment qu'elle m'a dit ça? L'infirmière, elle m'a dit, c'est positif. C'est concluant. C'est concluant. J'ai dit, c'est concluant qu'on recommence. Ouais. Concluant, on recommence. Oui, ça veut dire quoi? Là, elle dit, non, concluant, madame Savard. J'ai dit, concluant, ça veut dire quoi, concluant, là? Elle dit, c'est concluant au niveau du résultat. OK, peux-tu me dire c'est quoi qui se passe, là? C'est quoi tu me dis? Ben, elle dit, c'est comme le test de sang est positif. Mais tu sais, moi, avant de dire que j'étais enceinte, là, ça m'a pris une couple de mois. À ton entourage. Ah, croire que j'étais enceinte? Ah, OK. Eh, mon Dieu. À chaque test, là, je m'attendais à ce qu'ils me disent le cœur bat plus ou il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est normal. Ouais. Moi, je m'attendais à ça, là, parce que c'était ça qui arrivait tout le temps. T'sais, soit la ponction où on arrivait, puis c'est ça. Quand tu dis que tu t'autoprotèges, là. Bien, tu t'autoprotèges, oui, c'est ça. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, ça devient comme involontaire. C'est un mécanisme de défense que le cerveau a parce qu'on a tellement eu d'espoir puis on a tellement été déçus suite à ces espoirs-là que le cerveau, il est comme habitué à revivre des échecs. Sauf puis qu'à un des moment donné, déceptions. je me disais, c'est un peu comme je te disais tantôt par rapport à ton processus. À un moment donné, je me disais, mais je me suis rendue là pour la première fois. Tu sais, je me souviens la première fois qu'il m'avait appelé pour me dire que j'avais un résultat sanguin positif. Là, je me disais, j'ai comme une option ici de dire, ben ça marche pas ou ça, wow, je m'étais jamais rendue là. Ouais. J'ai comme à un moment donné, mon cerveau, il a comme changé, là. Je célébrais quasiment, là. Wow! 2 tests sanguins, là, ça a comme doublé. Après ça, ça marchait plus. Puis là, après Henri, est-ce qu'il en reste-tu actuellement des embryons? Fait qu'Henri, c'était le dernier. Ouais. Wow! Aurais-tu recommencé si... Non. Non. Fait que ça aurait été Charlotte, puis... Wow. Oh, oui, non, là, à un moment donné. Uh-huh. Oh non, c'était assez, là. Tu sais, puis c'était assez aussi en couple puis en tout, là. OK. C'était correct, là. Vous aviez atteint votre limite, là. C'était ça, votre limite. Oui. Le saviez-vous avant de... Non. Non. OK. Fait que c'est vraiment au fil du processus que vous vous êtes dit, on fait ces embryons-là, ces transferts-là, puis ça donnera ce que ça donnera. Oui. OK. Oui. Je pense qu'à un moment donné, t'es comme éploré de ça aussi, là. Oui. Tu as parlé tantôt de ta ménopause. En fait, attends, avant la ménopause, j'ai une autre question. Parce que la ménopause, c'est sûr que je veux y revenir. Mais avant, j'aimerais poser la question par rapport à ton lien avec la maternité. Oui. Comment c'était? Tu sais, les grossesses, tu t'as dit que c'était des belles grossesses, des beaux accouchements, tout ça, mais ton rapport à la maternité, penses-tu qu'il est différent de quelqu'un qui n'est pas passé par des traitements de fertilité?
Je le sais pas. Hmm. Je le sais pas parce qu'en plus, ma mère est décédée au moment où, tu sais, j'ai pas pu poser ces questions-là à ma mère. Hmm. J'ai pas eu ces conversations-là. Je peux dire que tous les jours que je me levais puis que ça bougeait dans mon ventre, c'était une joie. C'était T'étais vraiment dans la gratitude, là. le plus beau cadeau du monde. Ouais. Tu sais. C'était comme si tu m'avais dit que j'étais la reine du monde entier, que j'avais réussi ça. C'était incroyable. Fait que ça a été des grossesses vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Apprécié, en fait. Là. Tu sais, je te dis, moi, j'allais faire mes suivis de grossesse, puis ma médecin elle me disait tout le temps, tu sais, j'avais des gros bébés, elle dit, ça doit être douloureux, là. Jamais que je disais j'ai mal ou non. Je disais pas un mot du mot. J'étais comme, de quoi? Non. Moi, là, quand ça me faisait mal, ça me rassurait. C'est comme, OK, tout est beau, ça fait mal. Il n'y a rien là-dedans que je n'ai pas aimé. Tu sais, j'ai pas été déçue. Tu sais, des fois, tu veux, puis mon Dieu Seigneur, après, tu te rends compte, j'étais pas, non, vraiment pas. À partir du moment où ça est arrivé, j'ai eu des belles grossesses, des accouchements difficiles, mais tu m'entendras jamais te parler de ça. C'est comme... T'as eu des accouchements difficiles? Oui, oui. Ah, OK. Mais je m'en fous. Regarde. C'est pas l'important. Ah, Non, c'est ça. tellement. Fait que tu t'es jamais plaint de ça? Non. Wow. Non. Vraiment pas. Puis élever les enfants, puis tout, tu sais, puis j'ai de la misère à allaiter, puis tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, j'ai réussi ça, là. C'est que, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Tu sais, fait que... puis comme je te dis, j'aime ça être mère. Ça me remplit, tu sais. Fait que je suis contente de ça. Tu sais, j'avais une amie qui est tombée enceinte naturelle puis qui a trouvé la maternité extrêmement difficile. Puis c'était pas... Ça correspondait pas aux attentes qu'elle s'était faites. Là, puis elle pensé que toute la vie allait être belle quand elle allait avoir un enfant. Puis je me souviens, un soir, elle m'avait dit, c'est pas ce que tu penses. Tu vas voir, c'est tough. Mm. Ben moi, ça n'a pas été ça. Mm. Au contraire, c'était au-delà de mes attentes. Puis, tu sais, au-delà de mes attentes, je me suis impressionnée moi-même dans ma capacité. Tu sais, enfant unique, pas de frère, pas de sœur, des parents séparés. Tu sais, j'avais pas nécessairement de modèle familial. Je me suis impressionnée. Fait que non, ça a bien été ce bout-là. Puis, tu sais, je suis pas sûre que le processus de fertilité conditionne la parentalité qui suit. Là. Je pense pas, moi. OK. Je pense pas. C'est pas parce que tu l'as voulu plus que tu es une meilleure mère. Mais je pense que si ton instinct, c'est d'être mère, c'est parce que peut-être il y a quelque chose là-dedans aussi, là, Je comprends. à mon avis. Ça ferait du sens. Oui, ça Mhm. fait du sens. Tu sais. Mhm. Puis je pense que chaque personne a des raisons différentes de tellement vouloir. Mais tu sais, je pense que des fois, on veut beaucoup pour les bonnes raisons. Mhm. Tu sais. Fait qu'on n'a pas juste à... C'est parce que les gens sont rapides avec le jugement de, tu sais, mais tu sais, c'est pas la fin du monde, tu sais, puis c'est peut-être pas ce que tu penses que c'est, là. Ben, fais-toi donc confiance. C'est derrière toi tout ça, et t'es ménopausée. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui s'embarque dans des traitements ou qui veut un enfant Moi, ce à que je dirais, 40-41? sais-tu quoi? Je veux dire à une femme de n'importe quel âge, une fille, une femme, il faut, comment dire, prendre en charge notre système reproductif très jeune. Tu sais, un test de réserve ovarienne, ça se fait à 20 ans. Ça se fait à 30 ans. Avant même de vouloir des enfants, je pense qu'il faut se donner la possibilité d'avoir des choix. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec Marie-Pierre Morin puis de lui dire, si tu penses que tu veux des enfants, va congeler tes ovules. Parce qu'elle l'avait fait, hein, je pense. Oui, à congeler ses ovules, finalement, elle n'a plus besoin, besoin de ses ovules. Mais, tu sais, je pense que la meilleure position pour une femme, c'est d'avoir des options. Des choix, des options dans tout. Dans le travail qu'on fait, Donc, c'est de s'ouvrir, si on veut, le plus de possibilités. Fait que moi, je pense que dans la vingtaine, c'est utile d'aller dans une clinique de fertilité puis de faire regarder l'utérus, les trompes de Fallope, la réserve ovarienne. Juste savoir. Tu sais, on sait si on a des caries ou on n'a pas de caries, si on voit bien ou pas. Tu sais, si on a mal à la gorge, on va voir un ORL. Je pense que pour toute femme, il devrait y avoir des cliniques de femmes, des cliniques... qui nous permettent de regarder nos hormones. Tu sais, il y a des femmes qui ont des PMS ou des cycles menstruels souffrants dans la vingtaine. Je pense qu'il faut prendre en main notre santé féminine jeune, puis s'informer, puis s'éduquer. Tu sais, c'est important de savoir si tu as des ovaires polycystiques, peut-être avant de rencontrer l'homme de ta vie puis décider de tomber enceinte. Absolument.
peut-être que si tu le sais à 21 ans puis à 22 ans, tu vas être capable de faire les bonnes affaires. Ben, tu vas être préparé. Oui. Fait que moi, je pense qu'il faut préparer ça. Mhm. Puis il faut s'informer. Puis ce sont des services qui devraient être offerts. Puis je pense que ça coûterait moins cher plus tard. Fait que souvent, c'est ce que je dis. Puis de la même manière que quand tu es en maîtrise de ta santé féminine, ben la ménopause se fait mieux, la maternité ou la fécondation se fait mieux. Tu sais, les femmes, là, on vit au rythme de nos hormones. Fait que je pense que c'est beaucoup la mode en ce moment de parler de ça. Ben, il faut s'éduquer, comprendre, puis avoir notre profil. Je pense que c'est important. Parce que, tu sais, ça va conditionner les relations qu'on va avoir avec les autres, ça va conditionner notre performance au travail, ça va conditionner notre maternité éventuelle. Tout, parce que ça va juste nous aider aussi à mieux se comprendre, puis à mieux se connaître, puis c'est ça, à mieux se comprendre, point. Puis à mieux se placer dans le monde, là, tu sais, puis à Ouais. mieux communiquer aux Ouais. autres nos affaires. Oui, Fait que- absolument. Fait que moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Puis, tu sais, j'aurais souhaité, en fait. Moi, si je pouvais parler à la Marie-Claude de 20 ans, c'est ça que je dirais. OK. Garde-tu en doute là, qu'il y a quelque chose qui va pas, hein? Tu sais, ça a fait mal quand ils ont brûlé tes cellules autour de ton col d'utérus. Peut-être que tu devrais aller checker ça. Mm. Je pense que je me serais ramassée moins mal pris à partir de 35 ans, puis moins vulnérable. Tu sais, c'est comme je le savais qu'il y avait de quoi, mais je voulais pas le voir, là. Je pense que j'aurais aimé... Ça aurait été mieux que je sois d'attaque dans ma vingtaine. Si tu prends un pas de recul puis que tu regardes tout ce que tu as vécu par rapport à ça, à partir de 35 ans jusqu'à ce que tu accouches d'Henri, quel portrait tu dresses? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes tout ce long processus-là? J'ai l'impression d'avoir fait Compostelle. C'est un périple extraordinaire. Mm. Je pense que j'aurais pas été une mère aussi... En fait, tu sais, je te disais tantôt, je pense pas que le processus de fertilité conditionne ta parentalité, mais ça change ton tempérament, tu sais. Je suis beaucoup plus fière de ma personne aujourd'hui, tu sais. Fait que je regarde ça avec énormément de... Tu sais, je vois tout l'ensemble du parcours, puis je fais « Wow, tabarouette, t'as traversé ça! Tu sais comment je suis fière de ça. J'aurais souhaité que ça soit plus doux, tu sais, mettons. Mais en même temps, je me dis... Puis ça, c'est un peu comme analyser un film au tiers du film. Tu sais pas c'est quoi la fin. Je pense que ça vaut pour tout dans la vie, mais particulièrement pour l'infertilité. Il faut que tu attendes la fin de l'histoire. Peu importe l'issue, ça va prendre son sens. Il n'y a pas de sens à l'histoire que tu vis parce qu'elle n'est pas finie. Fait qu'il faut que tu attendes la fin pour figurer ça. Fait que ce bout de bloc de vie-là, aujourd'hui, je le regarde puis je le trouve absolument parfait dans son imperfection. Mais quand je le vivais, je le trouvais horrible. Mais je pense qu'il faut attendre la fin pour bien le comprendre, tu sais. Puis je tournais une émission avec Julie Bélanger la semaine passée, puis tu sais, on s'est parlé de ça. Julie a fait son deuil de la maternité. Je la regarde aujourd'hui où est-ce qu'elle est, dans sa grande plénitude. Son processus à elle et le mien n'ont pas connu la même fin. Mais on est deux femmes extrêmement heureuses, outillées et bien dans notre peau. Toutes les deux, on a traversé la ménopause. On est arrivées à deux places différentes, mais chacune, on est à la bonne place. Et je crois que chacune, on a été marquées par ce processus-là. Mm-hmm. Fait que, tu sais. On a parlé de ménopause, d'hormones, de connaissance du corps de la femme. On a effleuré un petit peu les relations intimes. J'ai une question crunchy pour toi, Marie-Claude. Ménopausée, on n'a pas les mêmes hormones. Ben, je le sais pas, là. Ben, je veux dire, je le comprends pas, je le vis pas, mais c'est ce qu'on nous enseigne, du moins, que ménopausée, on n'a pas la même fluctuation d'hormones que quand on a 20, 30 ans, par exemple. Quel rôle ça a joué sur ta libido? Oh mon Dieu, moi, j'ai la libido dans le tapis. C'est-tu vrai? Hey, on dirait que c'est rare, j'entends ça. Ouais. Dans le tapis? Moi, Genre tout le temps, là. Moi, j'ai ma meilleure sexualité en ce moment. Ben, voyons donc. Oui. Mais t'es célibataire? Oh, t'es pas célibataire? Mais en tout cas. C'est qui? Non, mais tu sais, on le connaît-tu? Je suis pas encore là, comme prête à faire, tu sais, bon. La grande annonce. Non. Mais t'es prise? Oui. Ben, okay. tu sais, comment je te dirais, j'ai exploré de nouveaux territoires. Mais c'est super! Mais tu sais, je pense que la ménopause
Tu sais, à l'adolescence, on a une grosse montée d'hormones qui nous amène à l'âge adulte. Après ça, on vit notre âge adulte qui est occupé. L'âge adulte, c'est beaucoup de construction, beaucoup d'anxiété, beaucoup de questionnements. On est pris physiquement, mentalement par des projets, que ce soit la parentalité ou d'autres choses, la carrière, si ça roule vite. Après ça, tu as ta chute d'hormones. Bon, les hommes, c'est une petite colline, les femmes, on crash. Une fois que la chute d'hormones est passée, grâce aux connaissances maintenant qu'on a, puis on est capable de se recalibrer. Moi, j'ai choisi les hormones bioidentiques. OK. Fait que ça fait 6 ans que je suis ménopausée. Oh, wow! Ouais. Mon Dieu, mais toi, tu t'apprends à rire? Oui. Et tabarouette! Ouais. Quand j'ai arrêté C'est quand même géant. j'ai arrêté de m'injecter des hormones, j'ai crashé. Fait que, est-ce que c'était les traitements de fertilité qui m'avaient maintenue artificiellement? Ben, Est-ce qu'ils avaient peut-être. accéléré quelque chose? Je sais pas. Ben, tu sais, ils disent que chaque fois qu'on. Puis toi, en plus, t'en as eu une puis un autre. Chaque fois qu'on a une Oui. stimulation hormonale, ovarienne, on produit des follicules, mais chaque follicule qu'on perd, ça nous rapproche prématurément de notre ménopause. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai accouché OK. d'Henri, puis j'étais dans la ménopause. Wow! Fait que là, ça fait 6 ans. Ça m'a... Tu sais, ce livre-là, c'est ça. Mettons, tu te poses toutes les questions, c'est dans intemporel. C'est ça, le périple. Si tu pars de l'enfance, des blessures d'enfance, après ça, l'âge adulte, l'infertilité, la ménopause, puis là, je suis dans ce nouveau territoire-là. La paix est arrivée, ça m'a apaisée. Hmm. Tu sais, le fait d'avoir moins de fluctuations hormonales, ça m'a calmée, de un. Puis, je suis moins accaparée, donc je suis plus disponible. Et donc, j'ai plus de libido. Tu comprends? Moins peut-être aussi de soucis psychologiques, Oui. moins de questions existentielles, moins de... J'ai pas un but à atteindre. Ouais. Je vis dans le moment présent. Je suis plus sensorielle. OK. Parce que je suis moins axée. Mon Fait Dieu, que- mais j'ai hâte, moi aussi, d'être Non, ménopausée. en tout cas, pour moi, dans mon parcours, le meilleur sexe, c'est là. Maintenant. C'est là. Pas pire. Pas Mais pire. j'ai quand même envie de te gâter. Tu Mais en vas-tu fait, me gâter? c'est Eros qui te gâte, c'est pas moi. OK. OK? Fait que garde, ouvre cette petite pochette-là. C'est un cadeau pour toi. J'espère que ça va te plaire. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est moi qui l'ai choisi quand même pour toi. Tu as choisi un cadeau. Et il s'appelle le coquin. Oh. Donc, pendant que tu déballes, je vais t'expliquer que c'est un vibrateur qui a l'air traditionnel, mais qui danse et tourne dans le vagin, en plus de stimuler le clitoris avec son petit bout qui vibre. Là, je ne sais pas s'il y a des batteries dedans, fait que je ne sais pas si tu vas être capable de nous faire les roses. la petite démonstration. Ah, ben oui. Mais semble-t-il que c'est un mix parfait pour créer toutes sortes de nouvelles sensations. Alors, on te souhaite Ben, c'est un bonne modèle découverte. Rabbit, là, de ce que je comprends. Wow! OK. Fait qu'il y a genre même l'air... enlève le petit plastique pour Peux-tu qu'on l'enlever? voit... Ouais, t'es-tu capable? Juste Ouais. pour qu'on voit comme l'effet... l'effet naturel, comme au bout, là. Ah, t'es pas capable? Non, c'est correct. Je vais y arriver. Alors, tout le monde, grâce à Eros et compagnie, vous avez 15 de rabais avec le code promo LI15. Ça fait que tu vas sur erosetcompagnie.com, tu te gâtes qui tu veux. Puis là, tu crées ton panier d'achat, que ce soit des choses en promo ou non. Et dans la petite boîte là, de code promo LI pour les infertiles, hein? LI, bien plus simple. LI15, 15 de rabais. Puis en plus que ça te coûte moins cher, ben ça encourage le podcast à continuer de Mais c'est survivre. pas juste ça, mais c'est que tout ça, Oui. c'est bon, là, pour la fertilité. Oui, Comprends-tu? ben en fait, la raison pour laquelle j'ai approché Eros pour leur demander d'être partenaire, c'est parce que je sais très bien que, ben en tout cas, nous, ça nous est arrivé d'avoir une période où il n'y en avait plus de sexualité. Ben il y en avait, mais c'était plate, là, tu Ouais. comprends? Parce que faut faire l'amour, c'est là l'ovulation, puis c'était mécanique, puis il n'y avait plus de spontanéité. Fait que, mais à un moment donné, on a comme essayé d'intégrer des jeux à deux, tu sais, c'était bien plus facile, tu sais, c'était bien plus le fun. Absolument. Il ne faut Fait pas avoir que- peur de l'accessoire. Non, fait que là, montre-nous les dons, Ben là. oui, donc Seigneur, là, il est c'est bien ça. Donc ça, j'ai le flashy. petit embout pour l'extérieur et puis ça pour gérer l'intérieur. Ben oui. Puis il y a plusieurs pitons, mais là, c'est ça. Plusieurs pitons. Oui, c'est ça. Il y a marche-tu? plusieurs vitesses. Non, il n'y a Non, pas. c'est ça, il n'y a pas. falloir Falloir mettre que tu la le batterie plugues. là-dedans. Merci infiniment. Merci, Ben, Ross. ça nous fait plaisir. Marie-Claude Savard, un énorme merci d'être passée et de t'être ouverte comme ça, en toute sincérité, humilité,
Ça me touche profondément. J'espère, en tout cas, que ça va avoir apaisé ceux et celles qui vont nous avoir écoutés ou Je l'espère. inspiré, du moins. Je l'espère. Puis, tu sais, si vous voulez en savoir davantage, Intemporel est disponible. Là. Oui. J'ai mis beaucoup de photos à l'intérieur. Oui. Je sais que lire, c'est parfois un luxe dans nos moments occupés. Mais j'ai mis mon cœur là-dedans, tu sais, puis que ça soit pour une fille de 20 ans, une fille de 30 ans, une fille de 40 ans, peu importe le parcours, c'est le témoignage d'une femme qui a traversé toutes les guerres hormonales, qui est arrivée de l'autre côté, puis qui est bien. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de partager, puis je suis fière de l'avoir auto-édité puis de l'offrir. Puis j'ai tout ouvert là-dedans, comme j'ai fait avec toi aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On peut continuer de t'écouter notamment sur Énergie à travers le Québec du lundi au vendredi de 14h55. Puis là, je crois que, ben oui, tu l'as dit, tu travailles sur un nouveau documentaire. C'est une série? Oui, ça s'appelle Beauté espérée. Ça arrive sur Canal Vie à compter de janvier. Wow, OK! Oui, donc 6 janvier, ça commence. 10 épisodes. Je suis des femmes et des hommes qui ont choisi de changer leur apparence. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, on part du complexe. Après, on traverse les consultations, on filme l'opération, on filme le après, et puis on regarde ce que ça donne en bout de ligne. Fait que, tu sais, tout ça, c'est toutes des belles expériences de vie qui nous amènent ailleurs. Oui. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci.